Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'inviter Antoine Hardy, donc, qui est doctorant en sciences politiques au Centre Émile Durkheim à Bordeaux, avec sa thèse qui porte sur les conditions du travail scientifique dans le contexte du changement climatique. Et son enquête étudie l'initiative Labo 1.5, un groupe de personnel de recherche qui se mobilise depuis 2019, et sur l'outil aussi qu'ils ont élaboré pour estimer l'empreinte carbone des laboratoires publics de recherche en France. Donc juste un petit mot pour les étudiants. Il y aura enfin je sais pas où est la feuille, mais il y a une feuille de présence qu'il faut qu'il faut signer, etc. Mais aussi pour les gens extérieurs, ça peut être pratique de savoir aussi qui est là pour éventuellement vous recontacter et voir un petit peu le public qu'on a aujourd'hui. Donc aussi rappel, la conférence est captée, sera sans doute diffusée sur la chaîne YouTube de l'École centrale de Nantes. Et je crois que je vais laisser le directeur pour pouvoir introduire cette conférence. Merci, bonjour à tous et bonne année à tous. Je suis ravi d'introduire cette première conférence de l'année civile 2023 sur un sujet essentiel pour nous, sur l'impact environnemental de la recherche, donc des activités de recherche, qui est une question que nous nous posons évidemment pour nos activités de recherche à l'École centrale de Nantes. Avec la volonté à la fois que nos activités de recherche servent au maximum la transition énergétique, les transitions sociétales, donc le développement durable et un impact positif sur le développement durable, tout en maîtrisant nos propres impacts et notamment l'impact de nos laboratoires de recherche, nos activités de recherche. Et nous suivons attentivement, nous sommes engagés dans la démarche Labo 1.5, puisqu'un de nos laboratoires, le LEA, est partie prenante de cette initiative qui a été engagée au niveau national. Et donc, nous cherchons évidemment à limiter, réduire l'empreinte environnementale de nos activités de recherche, que ce soit à travers les déplacements, à travers les achats de matériel, nos usages numériques, etc., etc. Donc, c'est aussi une préoccupation majeure pour notre école. Et donc, je suis ravi que nous puissions accueillir Antoine Hardy aujourd'hui, dont c'est le sujet de recherche. Pour voir effectivement, quand on parle de notre activité de recherche scientifique et technologique, comment est-ce qu'on peut raisonner en coût-bénéfice, finalement, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire à la fois mesurer nos bénéfices, les bénéfices de notre activité de recherche pour l'environnement, mais aussi les impacts et les coûts, et peut-être adopter des modes de raisonnement de type retour sur investissement. En tout cas, ce sont des choses auxquelles nous réfléchissons à l'École centrale de Nantes. Donc merci beaucoup de venir éclairer à la fois le débat, mais aussi nos usages et nos politiques internes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon, on m'entend correctement. Super. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci à l'École centrale de Nantes pour cette invitation à exposer mon enquête sur ces sujets. Merci à Erwan Laurent et à toute l'équipe d'organisation pour le travail qui a rendu possible ces échanges de la matinée. Donc, vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation à cette question. Et puis, vous allez voir comment on va la parcourir pour le temps que nous avons ensemble. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est la capture d'une tribune qui est parue dans le journal Le Monde en mars 2019, où un groupe de scientifiques appelait, face à l'urgence climatique, à réduire l'impact de la recherche sur l'environnement. Et c'est auprès de ce groupe que je mène mon enquête. Donc, je fais une thèse de sciences politiques sur l'articulation entre les conditions du travail scientifique, le changement climatique et le rapport au savoir. Donc, je me situe entre la sociologie des sciences et la science politique. Pour situer ma parole, donc je fais une enquête de terrain auprès de ce groupe de scientifiques avec des méthodes qui sont celles des sciences sociales. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier de cette manière d'enquêter, mais ça passe par de nombreux entretiens, des observations et la participation à la vie du groupe. Alors, il y a une difficulté quand on invite chaleureusement quelqu'un qui fait des sciences sociales à venir parler de son travail, c'est que souvent on arrive avec l'envie d'avoir des réponses et on repart avec des questions. Et effectivement, c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je m'excuse à l'avance si jamais je vous déçois, puisque bien sûr, un des enjeux, c'est de reformuler des questions et de reformuler cette question et pas de se hâter à des réponses qui seraient un petit peu trop préconstruites.
Donc on va voir comment on peut reformuler cette question sur le plan scientifique. Et puis c'est aussi une manière de partager avec vous comment on enquête à partir des sciences sociales sur les traces de la géophysique du climat dans un milieu donné, qui est ici le milieu de la recherche française de ces dernières années. Et donc je vais vous parler de ça. Et puis aussi, ce que je disais à l'équipe d'organisation, il y aura un temps de questions-réponses, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir votre perception, ça c'est un tropisme sociologique, hein, d'avoir votre perception de ces questions, votre retour d'expérience. Si je vois qu'il y a des collègues dans la salle, s'ils et elles ont été confrontés à ces questions, voilà, c'est aussi, cette matinée est aussi conçue comme un temps d'échange, un retour réflexif commun sur ces questions, c'est-à-dire en fait la décarbonation d'un secteur d'activité qui est celui de la recherche. C'est ça l'enjeu de cette question. Alors, pour l'introduction, alors ce que vous voyez d'ailleurs au tableau, c'est au double tableau, puisque c'est écrit sur un tableau. C'est un dessin d'une artiste qui a été fait lors d'une journée Labo 1.5 en juin 2021, la deuxième journée nationale de Labo 1.5. Et donc, dans cette introduction, j'aimerais quand même donner quelques éléments de contexte. Le but, c'est de contextualiser les choses. D'où vient Labo 1.5 ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce groupe ? Et dans quel contexte s'inscrit cette activité ? C'est par ce dernier point que j'aimerais commencer. Donc, je ne sais pas ce que vous faisiez en 2018-2019, mais il s'est passé un certain nombre de choses autour des mobilisations climat et des mobilisations scientifiques à propos du climat. Alors, dans le champ diplomatique, il y a eu la COP 24 en Pologne en décembre 2018. Dans le champ politique, il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont passés en 2018. Alors moi, des personnes auprès de qui j'enquête ont fait référence à ces événements. Alors il y a la démission de Nicolas Hulot en septembre 2018, la pétition de l'affaire du siècle, qui a été mise en ligne et qui a très rapidement récolté plusieurs centaines de milliers de signatures, 2 millions de signatures le 10 janvier 2019, donc il y a de ça maintenant quelques années. Et puis, sur la question climatique, des positions publiques de scientifiques sous des formes diverses. Alors parmi ces formes, c'est la forme tribune. Il y a beaucoup de tribunes à des signatures très collectives, plusieurs milliers de scientifiques qui appellent à prendre en compte les résultats de la littérature scientifique. Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas commencé cette intervention, là je parle des résultats de la littérature scientifique, par vous rappeler le contenu des rapports des groupes de travail du GIEC. Je pense que vous êtes bien informés sur le sujet, surtout au sortir d'une phase qui a vu 3 rapports de ces groupes de travail. Mais voilà, le réchauffement climatique par rapport à la fin du 19e siècle est de plus 1,1 degré, avec des variabilités régionales importantes. Et si les conséquences se poursuivent, si rien n'est fait pour, disons, entraver cette croissance du réchauffement climatique, eh bien, les conséquences d'événements climatiques extrêmes, ces derniers seront toujours plus fréquents, plus longs, plus intenses. Et ça a des conséquences aussi sur l'activité même de recherche. Il faut aussi se projeter dans un monde en se demandant qu'est-ce que sera l'activité de recherche et les contraintes s'exerçant sur l'activité de recherche dans un monde qui connaîtrait et peut-être connaîtra un réchauffement climatique de plus 2 degrés, voire plus 3 degrés à la fin du siècle, si rien n'est entrepris de manière structurelle. Donc ce n'est pas une question théorique, celle dont on est en train de parler. Ce n'est pas une question théorique, on se confronte aux limites et à la réaction et aux réactions de la géophysique du climat. Ça veut dire que si on ne se préoccupe pas de ce problème, c'est évident qu'il se préoccupera de nous, et il le fait déjà. Et vous avez sans doute en mémoire des événements climatiques extrêmes comme ceux de l'été dernier, mais ce n'étaient pas les premiers et ce ne sont pas non plus les derniers. Donc il y a eu un certain nombre de mobilisations scientifiques avec cette idée de faire appel à la science. Il faut faire appel à la science, il faut que les politiques écoutent la science. On pourra revenir dans les échanges sur cette rhétorique de l'appel à la science. Et puis aussi d'autres mobilisations scientifiques aux États-Unis. Il y a eu la March for Science en 2017 qui a été déclinée en France. Et puis de la circulation entre ces initiatives. Par exemple, un des organisateurs de la March for Science à Toulouse est aussi à l'origine de Labo 1.5, qui est donc ce groupe sur lequel j'enquête. Et puis, dernier élément de contexte pour vous dire que ce n'est pas la première fois, il faut se garder d'un effet de présentisme, ce n'est pas la première fois qu'il y a des mobilisations scientifiques ou des critiques que tiennent les scientifiques sur la construction des savoirs et connaissances. On retrouve dans les années 60-70 un certain nombre d'acteurs qui vont tenir un discours critique sur la manière dont la science est organisée, financée, sur les liens entre la science et la recherche industrielle ou militaire.
En France, c'est la figure connue d'Alexandre Grothendieck, ce mathématicien, mais c'est aussi le cas aux États-Unis avec la création de sociétés et d'associations professionnelles où, par exemple, aux États-Unis, les physiciens vont jouer un rôle important. Et puis, progressivement, vont dire certains collègues, cette critique de la science va être enrôlée dans des dispositifs techniques, d'expertise, voire reproblématisée sous l'angle de la participation. Ça, c'est les travaux de mes collègues Céline Pessy et Sarah Aguiton. Et donc, voilà pour le contexte de l'année 2018-2019, avec un certain nombre de mobilisations qui ont germé à ce moment-là. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est des mouvements qui concernent en particulier le monde anglo-saxon, les questions de divestment, donc le financement des universités par des acteurs du secteur des énergies et des énergies fossiles. Alors, c'est un mouvement qui a plusieurs années maintenant. Et notamment, vous avez peut-être vu que l'université d'Harvard a annoncé voilà, des opérations de divestment et ça traverse, donc on retrouve ça à Harvard, à Cambridge. En Grande-Bretagne, voilà, plusieurs universités ont été très, très actives. Donc c'est les trois photos et celle à droite est un petit peu différente parce que c'est d'autres mouvements que vous avez pu voir, notamment Scientist Rebellion, qui est donc une branche de Extinction Rebellion, où les scientifiques vont interpeller soit des bâtiments qui sont ceux des industriels fossiles, soit par exemple il y a des scientifiques qui ont placardé des articles de recherche sur le siège de Nature, la revue Nature. Donc, ce n'est pas des mouvements sur lesquels j'enquête, donc c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas des données de première main issues de mon enquête empirique, mais c'est un élément de contexte. Cet élément de contexte, pour vraiment le résumer d'une phrase, c'est un moment où bouge un petit peu ces frontières entre science et politique et où il y a un travail normatif, c'est-à-dire à propos de ce que doit être ou ne pas être la recherche et la manière dont celle-ci est financée. Et donc il y a en France ce groupe Labo 1.5 qui apparaît par cette tribune de mars 2019. Alors, c'est un groupe maintenant qui a plusieurs années d'existence. Il est composé de personnel de recherche, principalement dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre. On retrouve des astrophysiciens, des océanographes, des chimistes, des biologistes, des agronomes. Les collègues de sciences sociales sont un peu moins présents. Et il a connu plusieurs phases au cours de son existence et voilà une démarche aujourd'hui d'institutionnalisation. Il y a un groupement de recherche, Labo 1.5 qui a été formé. C'est des choses un peu techniques sur lesquelles je pourrais revenir. Groupement de recherche CNRS, ADEME, INRAE. Et on voit bien que du côté des organismes nationaux de recherche, le CNRS, l'ADEME ou l'INRAE, il y a une progressive inflexion là-dessus. Par exemple, le comité d'éthique du CNRS a rendu public il y a quelques semaines un rapport sur justement voilà, la contribution que pourrait faire la recherche à la décarbonation. Est-ce qu'il faut aller vers une éthique environnementale de la recherche? Et le groupe de scientifiques auprès de qui j'enquête a justement publié il y a quelque temps maintenant une autre tribune appelant à cette éthique environnementale de la recherche, comme il y a des questions d'éthique dans la recherche, par exemple tout ce qui concerne la recherche sur le monde des êtres vivants non humains, qui est encadré par des questions éthiques. Alors, ces scientifiques sont confrontés à un problème, c'est-à-dire une absence de données. De données pas totalement manquantes parce qu'il y en a dans la littérature. Autrement dit, c'est quelle est la contribution de la recherche au réchauffement climatique? Quels sont les gaz à effet de serre émis par des activités de recherche? Alors, il y a des constats dans la littérature, je vais en partager dans quelques instants, mais eux ont voulu entreprendre une démarche qui est passée par la constitution d'un outil qui est un calculateur d'empreinte carbone. Alors, les calculateurs d'empreinte carbone, vous en connaissez sans doute, il y en a des dizaines qui sont accessibles en ligne. Si vous voulez quantifier l'empreinte carbone d'un trajet en avion, faire le bilan annuel de vos émissions de gaz à effet de serre, ces calculateurs sont très variés en termes d'hypothèses de calcul, ce qui rend les comparaisons très difficiles terme à terme. Mais eux, en tout cas, ont développé un outil qui consiste à relier différentes dimensions de l'activité d'un laboratoire. Alors, les véhicules utilisés par le laboratoire, les missions que font les personnels du laboratoire pour se déplacer, pour des terrains de recherche, pour aller à des conférences, les bâtiments
la facture énergétique des bâtiments, les achats aussi. Moi, je fais des sciences sociales, donc en termes d'achat de matériaux pour ma recherche, j'ai besoin de presque rien. J'ai besoin d'un ordinateur et de livres. Il y a un côté un peu artisanal, mais pour des collègues en biologie, par exemple, ou des collègues astrophysiciens, ce sont des recherches qui sont fortement instrumentées, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de matériaux, de composants, d'outils, d'instruments pour produire la connaissance qui est au cœur de leur activité de recherche. Et puis, ce travail de description qu'a voulu entreprendre Labo 1.5 ne s'est pas uniquement basé sur le plaisir de la description pour la description. Il y a la volonté de faire changer les pratiques de recherche. Ça, c'est un élément qui est important. Faire évoluer les pratiques professionnelles en fonction des résultats obtenus. Et donc, on retrouve quelque chose sur lequel je reviendrai à propos de la quantification, c'est-à-dire le fait de mettre en nombre. Je pense que pour les élèves ingénieurs que vous êtes, ça peut avoir un intérêt de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire, en fait, par quelles opérations on passe quand on met en nombre. Eh bien, ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que c'est toujours un processus qui est cognitif et social. Il est technique et social. Et donc, voilà, il s'agit de faire changer les pratiques de recherche. Et donc, il y a le recours à cette catégorie, l'empreinte carbone. Donc je pense que vous l'avez vu. Alors parfois on parle de bilan carbone, qui est le nom d'une marque déposée. L'empreinte carbone, c'est voilà, les bilans gaz à effet de serre, c'est le terme de la loi parce qu'il y a quand même un cadre juridique à tout cela. Et donc j'aimerais en quelques instants sur cette catégorie vraiment la déplier. En fait, un réflexe en sciences sociales, c'est de toujours éviter d'essentialiser, de prêter aux choses, aux concepts, au groupe des propriétés immuables, de penser que les choses ont toujours été ce qu'elles sont. Et donc il faut chercher à dénaturaliser. Pourquoi on parle d'empreinte carbone ? D'où ça vient ce terme ? Alors on peut le déplier de différentes manières. Il y a une filiation de ce terme, de ce concept, avec un autre concept qui était très en vogue dans les années 90, qui s'appelait l'empreinte environnementale ou l'empreinte écologique, qui se retrouvait beaucoup dans la littérature scientifique et qui consistait à identifier le nombre d'hectares nécessaires pour une population donnée. Qui a été développé par Mathis Wackernagel et William Rees, qui sont des universitaires respectivement suisses et canadiens. Et progressivement, le recours à cette catégorie a décru. Donc il y a plusieurs catégories. Si on veut mettre en nombre le coût environnemental d'activité, l'empreinte carbone n'en est qu'une parmi d'autres. La quantification des problèmes environnementaux est aussi beaucoup plus ancienne. Elle s'inscrit dans une histoire très longue de la mise en nombre, de ce que Soraya Boudia appelle la rationalité quantificatrice, de ce que Alain Desrosières lui nomme l'émergence de la raison statistique. Donc voilà, la mise en nombre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien que les questions qui nous préoccupent aujourd'hui sur le changement climatique. Et puis, il y a une diversité d'outils, d'initiatives à la fin des années 90-2000 autour de la comptabilité carbone, portés par des acteurs qui sont très proches du secteur privé. Et donc cette question de l'espace de l'empreinte carbone, c'est aussi un espace concurrentiel. Donc il y a plusieurs outils, plusieurs méthodologies. Il y a aussi un marché de l'empreinte carbone. Je pense que vous avez connaissance d'un certain nombre d'acteurs, qui sont des acteurs économiques, des cabinets de conseil, qui font des bilans gaz à effet de serre, qui sont obligatoires, ces bilans, pour des entités publiques et privées à partir d'une certaine taille, ce qui n'est pas le cas pour les laboratoires. Il n'y a pas d'obligation légale pour un laboratoire de calculer ces gaz à effet de serre. Et donc, l'offre de Labo 1.5, c'est un service gratuit sur un marché où il y a des prestations payantes. Et donc, voilà, il y a une dimension de concurrence. Concurrence aussi, peut-être pour le monopole ou la lutte autour de la réflexivité environnementale exercée sur la science, puisqu'il y a d'autres groupes de scientifiques actifs. Dans cette période de 2018-2019, vous avez d'autres mouvements de scientifiques qui émergent, comme la Técopole, Écopole, etc. Voilà, il y a différentes initiatives. Ce que j'aimerais que vous reteniez peut-être de cette dimension-là de l'empreinte carbone, c'est qu'il faut voir, et ça il y a toute une littérature qui le montre, les normes techniques. Ça c'est Donald Mackenzie qui en parle à propos des missiles dans le début des années 90, les classifications, donc toute opération qui vise à classifier le monde social. Il faut les voir comme des lieux de conflit, c'est-à-dire où des acteurs
peuvent s'affronter parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses quant aux usages, aux définitions, au périmètre de ces catégories. Et en France, donc l'importation s'est faite au début des années 2000 par quelqu'un que j'ai appris que vous avez reçu il y a quelque temps, Jean-Marc Jancovici, qui a développé donc cette méthodologie appelée bilan carbone pour un petit bureau d'une agence qui s'appelle l'ADEME. Et au même moment, donc voilà, tout ça se passe en 2004. Et pour illustrer ce que je vous dis à propos de la façon dont il va y avoir des visions concurrentielles, différentes, divergentes, parfois antagonistes à propos d'un même outil, eh bien en 2004, au moment où l'ADEME organise sa méthodologie bilan carbone, il y a une entreprise pétrolière qui s'appelle Beyond Petroleum, BP, qui met en ligne un calculateur d'empreinte carbone individuelle. Alors il y a des campagnes de communication assez marrantes à voir, qui sont plutôt bien faites. Mais ce qui se passe, c'est que dans la littérature, disons grise, c'est-à-dire pas de recherche anglophone, très souvent on va attribuer la création de l'empreinte carbone à l'entreprise BP et relier donc cette catégorie d'empreinte carbone à une opération de désinformation, de dilution des responsabilités quant aux responsabilités à propos du changement climatique et donc du rôle historique des acteurs des industries fossiles, à la fois dans la contribution au réchauffement climatique et dans, disons, une entreprise de désinformation. Ça, c'est des collègues historiens des sciences qui le montrent de manière très rigoureuse, de désinformation quant aux résultats de la littérature scientifique. Et donc, en 2004, voilà, il y a finalement, il y a ces acteurs, et puis il y a le PDG de cette entreprise, lorsqu'elle s'appelait encore British Petroleum, qui a promu une approche divisée entre émissions directes et indirectes, qui a connu par la suite une longue postérité. Et donc voilà, ces catégories, l'empreinte carbone en tant que telle, voilà, il faut les voir comme des lieux de conflit. Alors quand j'ai discuté avec une personne en charge de l'organisation de cette journée, je ne citerai pas le nom de cette personne, celle-ci m'a recommandé des chiffres. Elle m'a dit des chiffres. Moi j'ai dit très bien, moi je fais de la sociologie de la quantification. Donc je me suis dit on va mettre des chiffres. Mais je vais partager des chiffres, mais après je ferai la nuance sur cet usage de chiffres. Et donc vous voyez donc un titre qui est absolument percutant affiché au tableau dans un slide lui-même extrêmement travaillé. Et donc cette littérature de l'empreinte carbone, elle émerge depuis une vingtaine d'années, donc il y a vraiment de très très nombreux articles. Il faudrait plus qu'une conférence pour vous en partager tous ces résultats. Néanmoins, on peut s'arrêter sur certains de ces constats. Il faut savoir que certaines communautés de recherche ont été un peu plus actives que les autres. Je prendrai dans ces chiffres-là des exemples qui viennent de la recherche en astrophysique et en océanographie, où il y a eu un travail assez fourni. Je vais balayer un certain nombre de ces résultats en matière d'illustration, et puis ensuite je vous partagerai des éléments de synthèse sur la manière de regarder ces résultats. Alors, si on prend un premier article à propos de la recherche en astrophysique, quelle est l'empreinte carbone, les gaz à effet de serre émis par la recherche en astrophysique? Eh bien, on voit qu'elle se répartit entre différentes dimensions, dont les trajets en avion ne sont pas les plus fréquents. C'est l'utilisation de superordinateurs, supercalculateurs, et les observatoires ne sont pas les plus importants. Il y a un autre article qui est paru dans une des revues du groupe Nature l'année dernière d'ailleurs, sur l'empreinte carbone des télescopes en tant que tels, et qui était évaluée à hauteur de 36 tonnes par an et par astronome. L'empreinte carbone totale des télescopes étant divisée par le nombre d'astrophysiciennes et astrophysiciens dans le monde. Donc auquel cas, il faudrait ajouter ces 36 tonnes annuelles aux tonnes. Ça, c'est la recherche en astrophysique en Australie. C'est un article de chercheurs australiens. Et donc on voit bien déjà qu'il y a plusieurs composantes de ce coût carbone de la recherche. Et la part des trajets aériens n'est pas la plus importante. Si je m'arrête là-dessus une seconde, parce que les trajets aériens ont été, disons, très grandement quantifiés dans cette littérature. On parle beaucoup des trajets en avion, parce que c'est aussi quelque chose qui est plus facilement quantifiable, et puis c'est ce qui paraît être peut-être le plus évident, le sommet de l'iceberg. En tout cas, mais c'est pas forcément ce qui est le plus important en termes d'émissions. Alors, dans un autre article qui est un petit peu plus ancien,
c'est moins surprenant, mais voilà, quand on parle des trajets aériens, je l'évoquais en instant, il y a cette corrélation entre bien sûr la distance effectuée et les émissions de CO2. Bon, ça c'est plutôt intuitif. Hein. Si vous depuis Nantes, vous allez faire une conférence en avion à Varsovie, probablement vous émettrez moins de CO2 que si vous vous rendez à Canberra. Donc ça c'est évident. Et puis avec l'effet des vols par correspondance compte une émission plus importante liée à la poussée des décollages. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve voilà, dans la littérature. Sur les déplacements, alors on se déplace, pourquoi on se déplace souvent pour aller à des conférences. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les collègues scientifiques, ingénieurs prennent l'avion. Quand on regarde les émissions des conférences, alors des collègues, on les ont divisées entre les moments où vous préparez une conférence et le moment où celle-ci s'organise. Et quand celle-ci se tient, évidemment, les émissions importantes sont liées au trajet en avion. Et donc, on voit bien que on peut faire, alors c'est ce qu'ont font ces collègues, un travail de comparaison. Alors c'est une conférence là qu'ils ont quantifiée qui a lieu dont ce sont des chercheurs sur des thématiques du développement durable. Et on voit bien que l'émission d'une personne participant à cette conférence, 0,57, n'est pas loin des émissions d'un habitant du Rwanda sur une année complète. Et donc on peut s'interroger, on peut se poser la question, est-ce bien raisonnable pour parler de développement durable d'émettre autant d'émissions qu'une personne habitant le Rwanda sur une année complète. Donc ça c'est un des extraits de la conférence. Alors une autre méthode qui passe pas par l'empreinte carbone mais qui interroge les déplacements, ça c'est des collègues historiens des transports. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est la différence entre les personnes qui se déplacent et se déplacent beaucoup, et puis celles et ceux qui se déplacent pas. Quant à l'impact d'un moindre déplacement sur la recherche académique, le choix des sujets de recherche ou la participation à des conférences. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait que c'est quasiment divisé par deux. Le fait que pour les personnes qui prennent déjà pas l'avion, elles considèrent que le moindre déplacement a un impact pas majeur sur leur capacité à conduire leurs activités de recherche. Parce qu'il faut savoir que c'est souvent une crainte qui revient dans les échanges que j'ai moi à propos de ces questions, de dire voilà, si demain on prend pas l'avion, comment on fait de la science, comment on fait de la recherche, comment on collecte des données, comment on partage les informations avec des collègues. Est-ce que demain on sera tous derrière des fenêtres de visioconférence? Mais alors quid de la pause café qui permet, on le sait, des partages d'informations. Je dis pause café, ça peut être aussi une sociabilité autour d'un verre en fin de journée. Enfin, on voit bien que il y a toute une manière de pratiquer la recherche ailleurs que dans strictement les temps de communication, les temps de communication scientifique. Mais est-ce que c'est également réparti, ces coûts? Est-ce que quand on s'interroge sur le fait peut-être de limiter les émissions carbone de la recherche à l'échelle d'un laboratoire, d'un département, d'une école, d'une université, est-ce que c'est déjà équivalent entre les femmes et les hommes, entre les chercheurs juniors et les chercheurs confirmés? Est-ce que cette limite affecterait certaines et certains plus que d'autres, ou est-ce que tout le monde serait finalement logé à la même enseigne? Alors, quand on regarde là aussi les résultats de la littérature, on voit bien qu'il y a une stratification, que tout le monde ne contribue pas de la même manière. Ça, c'est un article que j'aime bien de collègues suisses à propos de l'école polytechnique fédérale de Lausanne sur les trajets en avion, les déplacements. Et on voit bien que les déplacements sont inégalement répartis en fonction du statut, ou plutôt que le statut est une bonne variable pour voir comment sont répartis les déplacements. Alors les étudiants, alors on ne dit pas étudiants, les doctorantes, doctorants se déplacent bien moins que les personnels de cette école qui sont confirmés. Et donc ce qui pose, et je reviendrai là-dessus plus tard, la question de justice sociale à propos des émissions carbone et des discussions qui peuvent avoir lieu à une échelle locale, encore une fois d'une école ou d'un laboratoire, sur qui peut se déplacer
à quel moment, pourquoi, et effectivement pour quelles raisons. Bon, on voit bien d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que la business class apparaît vraiment à la toute fin de la hiérarchie. C'est une espèce peut-être de Graal professionnel pour les collègues de l'EPFL, puisqu'elle apparaît uniquement pour les professeurs et que tout le monde est logé en classe économique. Donc voilà, il y a une stratification sociale des émissions carbone, et ce qui peut le montrer, c'est l'enquête de terrain, la quantification, qui émet quoi et pour quelle raison, et puis s'il faut changer, qui décide. C'est une question quand on fait de la science politique qui est importante, hein. C'est une question à laquelle je suis attaché. Alors qu'est-ce qui se passe si on passe justement, on décide de passer du présentiel, hein, vous connaissez ce terme popularisé par le ou les confinements, du présentiel au virtuel. Alors il y a un article que j'aime bien de Matthew Skills et ses co-auteurs de 2022. Alors, je vous explique ce que vous voyez affiché. Donc la première, c'est quand une conférence importante, hein, donc il faut aussi se représenter ce que sont ces méga-conférences, hein. On ne parle pas de 30 personnes dans une salle, hein. C'est plusieurs milliers de personnes qui viennent. Il y a aussi un business, hein, des conférences pour les villes, hein. C'est une rentrée d'argent importante. C'est parfois 3, 4, 5 000 personnes qui sont là pendant plusieurs jours. Les temps d'intervention sont extrêmement limités. La question de la valeur scientifique de ces moments, je trouve, est à poser. Elle a été aussi posée par la littérature, hein. Certains collègues qui ont parlé de tourisme de conférences, hein, qui n'est pas le propre des scientifiques ou des ingénieurs, hein, qui se retrouvent par exemple pour les consultants ou d'autres professions. Qu'est-ce qu'on vient y faire? Souvent, les personnes qui sont là sont derrière leur ordinateur, attendant de passer, répondant à leur mail ou faisant le boulot qu'elles auraient pu faire si elles étaient restées sur place. Donc, est-ce que c'est des vrais moments de collégialité scientifique, etc. Bon, peut-être que c'est l'appel de la bière en fin de journée qui draine les foules, peut-être plus que la libido sciendi, comme on dit, c'est-à-dire ce plaisir du partage de l'information scientifique. Alors, digression mise à part, qu'est-ce qu'on voit affiché à l'écran? Donc la première, c'est la conférence avait lieu aux États-Unis. Donc vous avez les points qui représentent d'où viennent les participantes et participants qui se rendent donc aux États-Unis. Et donc vous voyez la diversité géographique et puis la taille des ronds, c'est simplement le nombre de participants à partir d'un point géographique entendu au sens de pays, hein. La granularité n'est pas plus fine. Ce qui est en bas de l'écran, c'est la conférence qui se tient un an plus tard, qui devait se tenir en Éthiopie, mais qui se passe, vous connaissez le contexte de l'année 2020, en ligne. Donc on a gardé le point là-dessus, en Éthiopie. Et ce que vous voyez, c'est que vous voyez une diversité géographique accrue par le passage à un format virtuel plutôt qu'à un format en présentiel. Donc on voit que les Américains, ça c'est parce qu'il y a aussi tout le poids de la recherche états-unienne, sont toujours en nombre important, mais on voit apparaître une plus grande diversité géographique de contributeurs et contributrices à cette conférence, qui n'est pas le seul résultat par ailleurs de cette étude, puisqu'on voit que pour les questions de genre, alors la présence des femmes est accrue, la présence des chercheurs en début de carrière, et pour un facteur qui est assez simple, je pense, à imaginer, hein, si vous avez à deviner en quelques secondes quelle est la raison, pourquoi tout d'un coup, on peut dire c'est plus simple de participer en virtuel, mais c'est aussi beaucoup moins coûteux. Notamment parce que vous imaginez que l'accès, je parle coûteux d'ailleurs dans les différents sens du terme, hein. D'abord financièrement, il faut pouvoir se rendre aux États-Unis quand vous êtes un chercheur d'Afrique de l'Ouest, ça a des coûts. Pour certains collègues, c'est la question des visas. Vous vous souvenez du Muslim ban entre guillemets sous la présidence Trump aux États-Unis, hein, qui empêchait certains collègues de se rendre aux États-Unis. Et donc on voit bien que là, eh bien, il y a des entraves à la circulation des collègues, des chercheurs et des savoirs et connaissances par le biais de la virtualisation. Alors souvent quand on parle de ça, un des termes qui revient, c'est oui, mais d'accord, alors on va tous être derrière nos écrans, on va faire de la visio à fond les ballons, mais en fait tout ça coûte énergétiquement des ressources, hein, les ordinateurs, les terminaux, l'utilisation de l'électricité. Est-ce que tout ça n'est pas une opération
comptable au sens de carbone complètement nul. Et bien, ce que montrent là aussi des articles de recherche, c'est que pas du tout. Et en fait, les résultats là-dessus sont assez massifs sur la part énergétique bien inférieure et puis la part en termes d'émissions de CO2 extrêmement inférieure lorsqu'il s'agit de parler d'une recherche, disons, pardon, de conférences virtuelles. Alors, ça, c'est un article de Milan Klauer et de ses co-auteuristes de l'université d'Oxford que j'aime bien parce qu'ils vont modéliser un petit peu les scénarios en disant, bah voilà, cette conférence, si on la tenait de telle ou telle manière, qu'est-ce que ça donnerait pour les émissions de tonnes de CO2. Alors, c'est l'American Geophysical Union, qui est donc une grosse conférence, et les émissions de cette conférence liées au déplacement et au déplacement seulement sont équivalents aux émissions d'une semaine de la ville d'Édimbourg. Donc c'est pas quelque chose de négligeable. Et donc ils se demandent, voilà, en fonction de la localisation des participants, s'ils déplacent celle-ci, par exemple à Chicago, si ils font quelque chose d'un peu plus hybride entre des hubs régionaux, etc. Et on voit bien que la dimension complètement virtuelle, eh bien, réduit les émissions de manière spectaculaire, quasi totale. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas seulement cette donnée-là, c'est aussi l'organisation selon des scénarios. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une vision binaire des choses, de dire on doit passer du présentiel au virtuel et il n'y a pas le choix. D'abord, encore une fois, la question qui relie mon enquête, c'est qui décide ? Et j'y reviendrai là-dessus. Mais on peut organiser, alors c'est une des propositions qu'a fait Milan Klauer et ses co-auteuristes, c'est l'idée vraiment de pouvoir organiser par des hubs régionaux. Il y a des choses assez sophistiquées qui se font dans des espaces virtuels qui recréent malgré tout une certaine collégialité aux échanges et d'organiser dans des hubs virtuels. Et puis en fonction, voilà, ça permet d'hybrider un petit peu ce qui est une dimension de présence et d'échange avec une dimension virtuelle. Bien sûr, tout ça demande à être étudié de manière très précise en fonction de chaque conférence, de chaque discipline et même pour une conférence d'une année sur l'autre. Il n'y a pas ici de vérité générale. Ça, c'est un des apports de mon enquête et de la littérature aussi que je voulais partager avec vous. Il n'y a pas de règle générale, c'est-à-dire une espèce des 10 commandements de la recherche bas carbone qu'on pourrait placarder partout sur les murs et qu'il suffirait de suivre pour avoir cette recherche à faible émission carbone ou décarboner la recherche. Les choses sont assez fines, sont assez complexes quand on les regarde dans le détail, ce qui participe de leur intérêt, de leur complexité, mais aussi de leur intérêt en termes de connaissances. Et puis il y a des laboratoires qui prennent des initiatives. L'outil GES 1.5 sur lequel j'ai enquêté, j'ai fait des entretiens avec des personnes qui ont utilisé cet outil. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Eh bien, cet outil, des laboratoires, voilà, donc 400 laboratoires sont en train d'estimer leur empreinte carbone, plus de 400. Et puis il y a des laboratoires qui ont un petit peu anticipé, des océanographes notamment, et qui ont estimé leur empreinte carbone de manière assez précise. Et donc on voit apparaître eh bien, la stratification à l'échelle d'un laboratoire d'océanographes, hein, c'est le labo L'Océan. Comment celle-ci se répartit. Donc la question des transports occupe une part importante. La question des missions en mer, alors là on est pour un labo d'océanographie, il y a des campagnes en mer, hein, c'est le moment de la collecte des données, de l'enquête, on est au cœur des activités de recherche. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un labo qui a fait voter en Assemblée Générale des propositions à propos d'une réduction de son empreinte carbone. Et de mettre en place, par exemple, des quotas à l'échelle du laboratoire et des quotas déclinants année après année. Il y a aussi une exemption, c'est-à-dire pour les jeunes chercheurs, ils peuvent faire un trajet international hors quota par an. Donc on en revient, si vous vous souvenez, à ce que je vous ai montré à propos de l'EPFL sur cette répartition en fonction du statut de l'avancée dans la carrière des émissions de CO2, eh bien là, il y a des gens qui se disent on va mettre une exemption pour des chercheurs en début de carrière parce que on estime que ces personnes ont besoin de se déplacer, peut-être plus que des chercheurs et chercheuses avancés dans la carrière. Donc voilà, il y a plein de modulations possibles, hein, de modularité possible, et le labo L'Océan a fait un travail intéressant là-dessus.
Alors, pour le temps qui me reste, j'ai présenté quelques chiffres de cette vaste littérature. Moi, j'ai pu parcourir plus d'une centaine d'articles sur le sujet, donc il y a vraiment de la quantification à foison, parfois à des niveaux de détail qui concernent vraiment le repas organisé dans les conférences. Mais cette quantification a des limites et je trouve intéressant de vous les détailler pour les élèves ingénieurs que vous êtes et puis pour les collègues qui sont présents. Alors, les limites de la quantification sont décrites vraiment par de nombreux ouvrages. Pour moi, l'un des plus importants, celui vraiment que j'aurais envie de vous inviter à lire, c'est bien sûr la politique des grands nombres d'Alain Desrosières. Alain Desrosières a eu un rôle très important dans l'émergence de la sociologie de la quantification en France. C'était un statisticien de métier, il travaillait à l'INSEE. Donc il avait cette double compétence à la fois de mise en nombre comme activité professionnelle et puis de chercheur à côté. C'est un livre de 1993 qui est assez important parce qu'il remonte vraiment jusqu'au XVIe siècle. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est une histoire passionnante, comment les États français, allemands, britanniques vont progressivement mettre en nombre un certain nombre de choses et que c'est, disons, consubstantiel à l'émergence du pouvoir de l'État en Occident. Mais si je reviens dans une décennie beaucoup plus récente, qui est celle voilà, des années 90-2000, donc Alain Desrosières emploie le terme de quantification, de quantifier. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quantifier, c'est toujours deux choses, c'est convenir et mesurer. Et souvent, c'est à mesurer qu'on s'attache. Et c'est vrai, on a envie de mettre des chiffres sur des choses pour pouvoir les rendre comparables, appropriables, pour peut-être engager une stratégie de réduction des énergies fossiles de la recherche. Mais convenir, c'est l'étape absolument décisive, c'est-à-dire c'est la collection d'un ensemble d'hypothèses. On va décider du périmètre de ce qui est à inclure ou non dans le calcul. Et convenir, ça renvoie à la dimension conventionnelle. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont s'accorder sur ce qu'il faut ou non mesurer. Et donc, les chiffres ont cette dimension d'être construits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, les chiffres ne sont pas réels et qu'il n'y a pas d'effet de réel. Les chiffres, à un moment donné, vous mettez un score sur quelque chose, et bien ça a des effets qu'on appelle performatifs. Ça peut avoir, il n'y a pas d'automaticité. Mais voilà, il ne faut vraiment jamais oublier que voilà, mettre en nombre, c'est convenir et mesurer. Et c'est ce qui se retrouve au cœur de la quantification, c'est la mise en équivalence. On va transformer des qualités en quantité. Et c'est ce qui se passe avec les émissions carbone de la recherche. On va mettre ces émissions de CO2, on va rendre comparable par les émissions de CO2, équivalent CO2, eh bien, plusieurs activités au sein d'un même laboratoire. Et on va pouvoir comparer les laboratoires et on va pouvoir comparer l'empreinte carbone d'un laboratoire avec celle d'une conférence. Je dis on peut techniquement, bien sûr, mais scientifiquement, c'est assez infondé, et peut-être même totalement, puisque cette mise en équivalence, si c'est une opération technique possible, ensuite, dans des opérations de comparaison, elle conduit à désencastrer des contextes qui sont extrêmement différents. En effet, il n'y a pas grand-chose de commun entre une recherche conduite en Nouvelle-Zélande, en Chine ou au Chili, entre l'utilisation d'un télescope sur une année et l'organisation d'une conférence sur quelques jours. Et si techniquement, ces différentes activités sont rendues comparables par la métrique carbone, il faut être très vigilant sur les opérations de désencastrement. Et puis, il y a ces effets de performativité. Alors, le deuxième livre que vous voyez en partant de la gauche est assez intéressant parce qu'il y a un moment, donc c'est sur l'effet de benchmarking. Parce que vous savez que le secteur de la recherche a été abondamment mis en nombre depuis les années 90, avec des évaluations bibliométriques, enfin, qui ont des effets qui sont à la fois très contestables sur le plan de leur rigueur scientifique et néfastes sur le plan de leurs effets sociaux. Il y a un moment qui est assez marrant dans ce travail de Espeland et Soder sur voilà, des deans de law school américaines qui sont absolument stressés de l'évolution de leur école dans le classement. Que leur école passe d'un peu plus haut à un peu plus bas dans le classement, ça a des effets importants, puisque ça veut dire que sur, par exemple, la philanthropie, le mécénat, va y avoir une baisse de financement d'une année à l'autre. Et donc, vous voyez bien qu'une école qui va perdre quelques points dans le classement, alors les classements, voilà, il y en a plein, mais vous voyez bien qu'une école qui va perdre quelques points dans le classement
ne va pas avoir d'une année sur l'autre un bouleversement de ses qualités. En revanche, son score quantitatif, oui, lui a évolué. Mais ce n'est pas un bouleversement de ses qualités. Et pourtant, ça a des effets réels si demain vous avez moins de financement lié à ça. Et donc, vous voyez bien, on retrouve la double dimension à la fois construite et réelle des chiffres, puisqu'ils peuvent relever d'opérations de mise en équivalence et en même temps avoir des effets sociaux très nets. Alors, parmi les classements, vous connaissez bien sûr le fameux classement de Shanghai, alors qu'il lui est vraiment un festival, parce que c'est vraiment il y a rien qui tient dans ce classement, puisqu'il va mêler des choses extrêmement différentes. Et on peut prendre plusieurs de ces items en s'interrogeant sur leur dimension bien fondée. Sur les limites de la quantification, pour avancer, et je compte sur Erwan pour me faire signe quand il faudra arriver à un temps de conclusion. Bien sûr, il y a la limite de la métrique du CO2. Le CO2 ne contient pas à lui seul l'entièreté des problèmes liés aujourd'hui à l'épuisement des ressources, aux conséquences des pollutions, à la disparition d'un très grand nombre d'êtres vivants non humains. La limite des métriques du CO2 est documentée depuis très longtemps. Il y a un article de William Clark de 1985 qui pointe les limites du CO2, c'est-à-dire de cette métrique globale qui pourrait estomper des effets locaux, puisque c'est aussi à cette échelle-là qu'il faut regarder les conséquences du réchauffement climatique. Et puis, le coût environnemental de la recherche peut être documenté hors de la métrique carbone. J'ai parlé de coûts financiers ou, disons, légal pour des collègues qui peuvent ou pas se déplacer. Il y a aussi la question du genre qui est importante. Qui peut accéder par exemple, aux conférences? Il y a des collègues qui ont travaillé sur le fait qu'au sein d'un même laboratoire ou d'une même université, à poste équivalent, les femmes se déplaçaient moins. Donc ça montre bien que il faut connecter ces problèmes à d'autres problèmes sociaux, que la recherche n'est pas un isolat dans le monde social, qu'elle est traversée par les autres inégalités de classe, de genre et de race qui vont façonner la vie sociale, structurer ces asymétries, et puis aussi questionner les catégories même. Une collègue, Marie Sautier, propose de questionner la dichotomie entre mobilité et immobilité. Qu'est-ce que ça veut dire être mobile ou immobile? Qui l'est vraiment? Quels effets ça a aussi sur les entourages, puisque quelqu'un qui se déplace, pareil, cet individu n'est pas un isolat social. Et puis il y a des collègues qui vont, je pense à une collègue historienne, Megan Raby, qui a revisité les expériences d'un écologiste américain qui s'appelle Howard Odum, qui, lui, par exemple, pour conduire ses expériences, dans les années 60-70, faisait déposer un cylindre de césium dans une forêt de Porto Rico, avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'environnement immédiat. Donc voilà, le coût environnemental de la recherche et le coût de la recherche est plus large. Et puis, la question qui se pose, c'est bien sûr celle de la finalité de la recherche. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir des recherches bas carbone qui peuvent avoir des effets sociaux ou environnementaux négatifs. Mais la question, encore une fois, c'est à quelle échelle vous vous posez ces questions et puis qui décide de la recherche qui doit être encadrée ou financée. Et puis sur cette partie, ce que je voulais partager avec vous, c'est une réflexion rapidement un peu sur la dimension structurelle des activités de recherche. Pourquoi on se déplace, quelle est l'étiologie, c'est-à-dire la recherche des causes de la recherche, pourquoi on monte dans des avions, et puis quel est le lien aussi entre les conditions de travail, d'évaluation de la recherche et puis ces émissions carbone à travers celles des trajets aériens. Donc c'est une question qu'on s'est posée avec des collègues dans un article récemment paru sur la corrélation entre trajet aérien d'un côté et taux de publication et H-index de l'autre. H-index, je ne sais pas si vous connaissez cette mesure qui quantifie le score des chercheurs. Un certain score des chercheurs, vous avez un H-index de 20 si vous avez publié 20 articles cités 20 fois. C'est un certain Hirschman qui a publié
ça. Donc c'est un chercheur lui-même donc c'est un indicateur qui a eu une très grande popularité. Alors il y en a toute une déclinaison, c'est un petit peu le musée des horreurs, hein, ces indicateurs, si je peux me permettre une opinion personnelle. Fin de la parenthèse, mais en tout cas il y en a une collection assez intéressante à étudier d'un point de vue analytique. Et donc on s'est demandé quelle était la corrélation entre les deux. Alors nous on a trouvé des résultats on a un échantillon important de plusieurs milliers de personnes qui répondent à un questionnaire lors d'une enquête conduite précédemment, et on trouve effectivement une corrélation entre donc d'un côté publication H-index et de l'autre trajet en avion. La relation est pareille pour les hommes et les femmes. Le genre a un effet malgré tout sur le rythme de publication, et la variable qui semble importante à regarder, c'est la variable disciplinaire. C'est-à-dire que voilà, on voit bien que c'est la question des émissions carbone de la recherche est à regarder vraiment à hauteur des disciplines. Je le disais tout à l'heure, en comparant l'astrophysique et la biologie aux sciences sociales, on voit bien qu'une femme en astronomie peut publier et voyager plus qu'un homme en business and economics, comme on l'a mis dans nos critères. Et donc, ce qui amène à se poser la question, quand on veut réfléchir au coût environnemental de la recherche, aux règles, aux normes, aux contraintes qui structurent, façonnent et évaluent l'activité de recherche. Je pense, scientifiquement, c'est fondé, que penser l'un sans l'autre revient à appréhender de manière très inexacte, incomplète et potentiellement problématique la question du coût environnemental de la recherche. Alors, comme je veux laisser du temps à la discussion, j'aimerais juste revenir un petit peu sur cette enquête de terrain et partager pour finir quelques résultats de cette enquête qui est en cours. Elle n'est pas tout à fait achevée au moment où je vous en parle. Et donc sur cette enquête de terrain, donc moi j'ai fait beaucoup d'entretiens, je participe à la vie du groupe, j'ai fait un certain nombre d'observations et j'ai été parler à ces personnels de recherche qui mettent en nombre. Je vous ai présenté les résultats de la littérature, un certain nombre. J'ai pointé les limites de la quantification. Je viens de les évoquer. Et en même temps, j'ai voulu aller voir ces personnes. Alors, il y a plusieurs constats de mon enquête. D'abord, il y a des situations de bricolage, c'est-à-dire que le calculateur d'empreinte carbone va être adapté à la réalité des laboratoires. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en sociologie des sciences. On voit comment des outils, des instruments sont bricolés pour être compatibles avec des spécificités locales. Je retrouve aussi des surprises, c'est-à-dire des moments où la donnée quantitative vient frotter sur l'expérience qualitative. Par exemple, des personnels de recherche qui vont être convaincus avant d'entreprendre le travail de quantification que l'empreinte carbone était liée au déplacement, par exemple, ou au bâtiment. Par exemple, des chercheuses qui me racontent comment, littéralement, ce sont leurs termes, elles se gèlent dans leur bâtiment. D'ailleurs, au moment où on fait l'entretien, elles sont extrêmement couvertes. Je le constate visuellement. Et donc, elles pensaient que ce bâtiment passoire thermique allait représenter les émissions carbone les plus importantes. Pas du tout, ce sont les achats pour les concernant. Et donc, il y a des moments où, en fait, la quantification vient un petit peu perturber ce qu'était la compréhension qu'on pouvait en avoir. Et quand j'ai fait cette campagne d'entretien auprès de personnes qui ont fait ce travail de quantification, j'ai remarqué qu'il y avait des formes de mise en tension du fonctionnement académique ordinaire par ce travail de quantification. Par exemple, c'est des personnes qui veulent entreprendre ce travail et qui vont être qualifiées de militants, qui vont faire face à l'échelle du laboratoire à des résistances de personnes qui vont être inquiètes des résultats d'une étude qui n'a pas encore été conduite. Il y a aussi comme un spectre l'idée de la neutralité de la science. On pourra revenir là-dessus avec le fait que des personnes, par exemple, vont qualifier la démarche conduite par Labo 1.5 comme étant une démarche qui se situerait du côté militant. Et non pas de la science. Ce que le groupe lui-même et plusieurs de ses membres ne revendiquent pas, puisque revendiquent son inscription dans la science. Vous voyez bien que c'est ça qui est intéressant quand on enquête dans le monde social, c'est de voir qu'il y a des gens qui disent tu es militant et moi je suis scientifique, ou inversement. Et donc là aussi c'est un terrain de lutte. Cette quantification relève aussi des changements qui ne sont pas entre les mains des laboratoires. Ça, c'est le cas, par exemple, sur les bâtiments, quand ils sont partagés, un bâtiment entre plusieurs tutelles, ou le cas des achats ou crédits octroyés par un organisme de recherche. Je me souviens
d'un entretien avec quelqu'un qui me racontait comment il devait dépenser les fonds. Alors je vous cite un extrait d'entretien. Cette personne me dit la chose suivante. Actuellement, on est beaucoup basé sur des projets qui sont annualisés. On se retrouve très fréquemment au mois de novembre à se dire merde, il reste 3 000 € à dépenser d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on achète pour pas qu'on perde de l'argent? Donc allez, on va racheter des PC, on va racheter plein de consommables qui ne seront pas utiles pour l'instant, mais on ne sait jamais. Voilà, on est poussé finalement, avec le système tel qu'il est, à consommer l'argent qu'on a obtenu à tout prix. Pas à tout prix, mais sinon on sait qu'on le perd. Plutôt que de le perdre, on consomme. Et donc, là-dessus, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait entre les mains des laboratoires. Ou une autre personne, ingénieure de recherche, qui me décrit la difficulté qu'elle a à utiliser des consommables en verre au lieu de produits jetables dans l'activité scientifique de son laboratoire. Elle me dit qu'elle n'a plus de service laverie. Je lui demande pourquoi au cours de notre entretien. Elle me répond, tu sais, maintenant, il vaut mieux jeter les choses que payer des gens. Alors, je creuse un petit peu, mais elle m'explique par ailleurs que, je la cite, il y a des besoins de personnel pour faire tourner ces laveries et ces personnels techniques, petit à petit, disparaissent. Donc, on en revient aux conditions du travail scientifique. Il faut lier les deux. Et puis les deux dernières un petit peu formes de mise en tension que je voulais évoquer, c'est le recensement de contradictions. J'ai fait avec des collègues qui ont assuré la partie collecte de données, l'empreinte carbone de mon propre laboratoire. J'ai voulu mieux comprendre cet outil et l'utiliser à une échelle qui est celle de mon labo. Et au moment où on a présenté les résultats, des collègues ont réagi en disant oui, vous êtes gentil. Alors le vous n'était pas adressé à moi personnellement, mais vous êtes gentil si on nous demande de prendre le train plutôt que l'avion. Mais qu'il n'y a pas de desserte de train entre des villes en question, ça pose un problème. Donc on voit bien la question des infrastructures à l'échelle d'un pays ou d'un continent comme l'Europe se pose. Et puis lors d'une journée d'échange, une chercheuse témoignait en disant son laboratoire a affiché la volonté d'embrasser des initiatives comme Labo 1.5 et en même temps il y avait des partenariats commerciaux qui étaient noués et elle doutait que l'impact de ces partenariats puisse être positif sur l'environnement. Donc il y a des contradictions. Elles sont assez fécondes sur le plan d'une enquête sociologique parce que ça montre qu'il y a des choses qui sont rattachées à différentes échelles et dont la capacité à faire que ça avance d'un côté ou de l'autre n'est pas répartie de la même manière. Et puis, il y a aussi, enfin, de questionner, et j'en terminerai par là, un peu cette vision que moi j'appelle croissantiste du savoir et des connaissances. Alors, ça a une longue histoire qui a plus de 2 siècles désormais, aussi bien en France que dans d'autres pays, aux États-Unis notamment, sur cette espèce d'équivalence qui est posée entre le progrès scientifique et technique et le progrès moral. L'idée que parce qu'il y a de la recherche scientifique, et des innovations technologiques, celles-ci seraient vertueuses sur le plan de la vie collective. Alors ça, c'est documenté par beaucoup de travaux. Un livre de synthèse sur le sujet est celui de l'historien François Jarry, un technocritique que vous pouvez consulter. Moi, je constate dans mon enquête de terrain des gens qui se posent des questions, c'est-à-dire une fois qu'on a réduit certaines émissions, que peut-on réduire, au nom de quoi, pourquoi et qui le décide. Lors d'une assemblée générale d'un laboratoire à laquelle j'ai assisté, il y avait l'empreinte carbone du labo en astrophysique qui était présentée, et puis il y avait eu un temps de questions-réponses. Et quelqu'un avait témoigné dans la salle en disant que les télescopes ne devaient pas être inclus dans l'empreinte carbone du labo car c'était un bien mondial pour l'humanité. Et donc on voit bien que tout ça, c'est des choses qui sont discutées, sinon disputées. Et pour en conclure, vraiment, là je mène une enquête avec des astrophysiciens qui s'interrogent sur l'utilité sociale de leur discipline, utilité sociale entre guillemets.
Et on voit bien que là aussi, c'est des choses qui sont des questions qui se posent au cœur de la recherche. Et donc, pour vraiment vous dire en deux minutes vraiment la conclusion de ce propos, on voit bien qu'il y a voilà, des difficultés qui se posent pour sortir de ce que le sociologue John Ury appelle la nature systémique des mondes à forte intensité carbone, que une enquête de terrain permet de saisir les choses, de les situer entre voilà, la complexité et la simplification qui sont parfois utilisées comme des manières de délégitimer des volontés voilà, d'entreprendre des critiques ou des actions là-dessus. Je l'ai dit qu'il n'y avait pas que l'empreinte carbone et qu'il faut voilà, encastrer ces activités de recherche dans leurs conditions sociales. Et on est peut-être dans une phase de recomposition de l'autorité scientifique et de l'éthos scientifique. Et je vous remercie de votre attention. Oui. Donc, merci beaucoup Antoine Hardy pour cette très intéressante conférence. Je pense qu'on peut passer à un temps de questions du public. Si certains en ont. N'hésitez pas à lever la main, bien haut, pour qu'on voit. Bonjour, je suis là. Je voulais revenir, vous avez utilisé un temps conséquent de cette conférence pour parler des conférences, justement. Et je voulais savoir si il y avait eu une interrogation sur les leçons à tirer et éventuellement les bonnes idées à conserver de l'ère des congrès et conférences scientifiques d'avant l'avion, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'on prenne plusieurs questions ou je réponds directement Bon, alors une réponse là-dessus. Alors ça, pour le coup, sur voilà, la circulation des savoirs et connaissances au 19e siècle, c'est ça ? Avant l'avion, en fait. Avant l'avion, oui, effectivement. C'est une belle question. Moi, c'est pas forcément ce que je connais bien, donc je peux pas m'aventurer là-dessus. C'est des contextes qui sont tellement différents, et notamment dans l'accès aux champs scientifiques. Pour moi, une différence de taille, c'est pas seulement le recours au trajet aérien et l'impossibilité de faire bien sûr des visios au 19e, c'est aussi dans le nombre de personnel de recherche. Enfin, quand on voit tout ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale avec voilà, ce qu'on appelle la big science, c'est-à-dire vraiment l'inflation du nombre d'étudiants, de financement de la recherche, aussi bien aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Inde ou en Chine. C'est la vie scientifique du 19e siècle concernait un nombre beaucoup plus restreint de personnes. Et je pense que ce serait aussi sous cet angle-là qu'il faudrait se poser la question de ce qu'étaient les réunions, par exemple, des sociétés savantes au XIXe siècle. Mais dans un champ scientifique qui est totalement différent, notamment parce qu'il n'avait pas encore traversé cette phase de massification qui, elle, débute après le XIXe siècle, après 1945. Mais voilà, donc piste à poursuivre. Oui, j'ai une question qui fait écho un peu à la fin de votre conférence. Donc en fait, ici, on est dans une école d'ingénieurs. Donc nos laboratoires, c'est des laboratoires de ce qu'on appelle des sciences pour l'ingénieur et qui sont clairement focalisés sur de la recherche appliquée, assez souvent financés, on va dire, avec des fonds privés plutôt industriels. Et donc se pose la question de l'utilité sociale de ce qu'on fait. Et ma question, c'est dans les entretiens que vous avez eus, comment les chercheurs perçoivent ça? Par exemple, je vais faire écho à ce qu'a dit le directeur quand il a présenté le positionnement de l'école. Il a parlé de retour sur investissement. Typiquement, c'est en gros, on peut dépenser du carbone pour faire des choses
qui peut-être un jour vont nous en faire gagner. C'est un peu ça l'idée qui sous-tend ces histoires d'innovation là. Et donc ma question, c'est comment les physiciens prennent cette question, parce que c'est eux qui sont un peu les plus proches de ce qu'on fait. Est-ce que ces questions se posent? Enfin, comment ça se passe en fait? Comment on résout cette difficulté? Ou comment on essaye d'y répondre? C'est une question, qui est une grosse question. Alors, dans mon enquête, moi, j'ai pas beaucoup fait d'entretien avec des ingénieurs, hein, pour le coup. Il y en a plusieurs, hein, qui sont actifs dans Labo 1.5, mais sur le corpus de mes enquêtés, c'est principalement effectivement des chercheurs et des chercheurs dans les domaines des sciences de la vie et de la Terre. Effectivement, là se pose la question. Alors, il y a la question du financement de la recherche, il y a la question de l'évaluation, je l'ai évoqué. On retrouve des physiciens, on retrouve aussi beaucoup d'astrophysiciens. Moi, c'est peut-être cette littérature-là que je connais le plus. C'est une communauté qui, si on peut parler de communauté, en tout cas un groupe de personnel de recherche qui a beaucoup publié là-dessus, parce que effectivement, c'est une recherche qui se planifie longtemps à l'avance. Notamment, si vous voulez, par exemple, demain un successeur au James Webb Space Telescope, c'est dans les années qui viennent que ça se décide. Je vois des choses qui sont assez différentes. Je me garde, hein, là j'avance à pas feutrer, parce que je ne veux pas formuler de réponse définitive. Ce que je constate à certains endroits quand même, c'est potentiellement, mais ce serait à confirmer, hein, un effet générationnel. C'est-à-dire qu'on retrouve générationnel / statutaire. C'est-à-dire que les questions ne sont pas les mêmes. Je l'ai constaté encore dans une réunion la semaine dernière. Les effets ne sont pas les mêmes pour un chercheur, par exemple, qui est en postdoc et qui cherche à obtenir un poste, et donc qui fait des dossiers très lourds, par exemple, pour des organismes nationaux de recherche, et qui en même temps est traversé de ces questions, et donc est pris dans cette espèce de dissonance entre le coût monumental qu'il faut fournir pour candidater sérieusement à des postes permanents, alors qu'il y en a de moins en moins, que ce soit dans les organismes de recherche ou les universités, et de l'autre, ces réflexions environnementales, et puis d'autres collègues qui, eux, vont être en poste. Donc, je regarderai où se situent ces questions à ce statut, liées au statut. Et un des éléments, en tout cas, sur lesquels le groupe Labo 1.5 appuie beaucoup son action, c'est l'échelle du laboratoire et la discussion collective. Ça, c'est une des choses qu'on peut retenir de cette action. Pas forcément moi ce que j'en pense, mais en tout cas, ce qu'il et elle en ont fait, c'est de dire de ne pas attendre que les choses viennent des tutelles, d'instaurer très tôt un rapport de force qui passe par le fait d'avoir conduit cette action, mis en nombre, développé un groupe de recherche et un outil qui est le leur, et de ne pas attendre que la réponse vient des tutelles, et que la discussion ait lieu à une échelle qui soit collective. Et cette discussion doit permettre, nous, c'est vraiment une des conclusions de notre article sur l'empreinte carbone de la visibilité scientifique, qui est de dire qu'en fait, il faut se poser la question de la valeur d'une tonne de carbone. Mais disant ça, je réponds imparfaitement, et j'en ai conscience à votre question. Parce que, effectivement, si on dit qui peut dire quelle est la valeur d'une tonne de carbone? Est-ce que c'est un directeur, directrice? Est-ce que c'est des collègues à l'échelle du labo, etc. La démarche qui me semble importante, à défaut d'une réponse définitive, c'est de dénaturaliser des pratiques qui sont routinières, parfois ininterrogées, et de considérer ce que j'appelle la mise en questionnement, la mise en incertitude, est une étape politique au sens premier et scientifique du terme, importante. Voilà, c'est aussi en se déplaçant et en montrant que ce qui était ininterrogé peut relever de questionnements qui sont tout à fait pertinents, qu'on peut peut-être déconstruire certains réflexes, certaines habitudes qui concernent aussi bien les partenariats, les financements ou l'évaluation de la recherche. Mais la question, c'est comment instaurer un rapport de force si on veut faire changer les choses. Et ça, c'est une question qui est, je pense, à situer localement. Parce que sans rapport de force, il y a un rapport de force qui s'exerce, mais il n'est pas instauré par ceux qui veulent changer le cours des choses. Bonjour. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. Moi, ça me parle beaucoup. En fait, je constate à vous dire que... Alors moi, je suis plutôt spécialiste de la restitution des résultats d'analyse environnementale dans le milieu industriel, dans le milieu privé. Et je vois que vous avez pu relever les mêmes réticences et les mêmes peurs lorsqu'on restitue des résultats
d'empreinte carbone dans le milieu académique, on a exactement les mêmes choses, les mêmes réactions qu'auprès des industriels. C'est assez marrant. J'avais 2 questions. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des quantifications qui ont lieu par discipline, alors avec toutes les limites que vous avez exposées et que je conçois tout à fait, avec la question de ramener ça à une utilité. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a une quantification par discipline? On imagine bien que des sciences qui mobilisent des supercalculateurs et qui en plus insistent beaucoup effectivement sur les conférences, déplacements en avion dans le monde entier, elles vont être plus impactantes que quand il n'y a pas de supercalculateur. Mais néanmoins, est-ce que ça existe? Et puis, une deuxième question, est-ce que vous avez connaissance de recherche, justement, pour rejoindre la question de l'utilité sociale, sur la question des conséquences environnementales d'une recherche, question qu'on peut se poser dès l'énoncé d'un concept ou d'une idée de recherche. Moi, c'est une question qu'on m'a souvent posée, à laquelle je ne suis pas capable de répondre et j'ai jamais trouvé de réponse. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait se dire, dès que, par exemple, je lance une recherche sur nanotechnologie ou peu importe, ou sur numérique, ou voilà, par mots-clés comme ça, on se dira oui, attention, je vais ou pas potentiellement dans le bon sens. Merci. Merci de votre question. Sur la quantification par discipline, toute cette littérature de l'empreinte carbone a été marquée par des inflexions. Alors je l'ai dit sur par exemple les trajets en avion qui ont été beaucoup quantifiés, ou la recherche en astrophysique, effectivement, qui a beaucoup également été quantifiée. On retrouve quand même, disons, une quantification qui me semble dans la littérature plus importante pour les disciplines des sciences de la vie et de la Terre. Je ne peux pas fournir d'explication définitive à cela, simplement procéder par hypothèse. Une première hypothèse qui est que, je l'ai dit, c'est une science, vous l'avez rappelé également, plus instrumentée. Et deuxièmement, par socialisation disciplinaire, c'est-à-dire ce sont des collègues qui ont l'habitude de manier les chiffres dans leur travail et qui vont peut-être plus avoir une aptitude à cela, voire une appétence, que des collègues en littérature ou en histoire. Je me souviens de quelqu'un avec qui j'ai fait un entretien qui me disait, lui, dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre, il reconnaissait les limites de cette quantification, mais il disait, mais au fond, je sais faire ça, et faire ça, c'est quand même faire quelque chose face à un problème qui est gigantesque. Je ne sais pas quoi faire d'autre, je fais ça. Et donc on voit bien là la trace d'une socialisation professionnelle à certaines habitudes. Ce qui est aussi intéressant dans ce groupe, c'est que ce sont pas des statisticiens professionnels. La quantification jusqu'aux années 90 a été marquée beaucoup par les statistiques d'État quand même. Aujourd'hui, on voit bien que Olivier Martin en parle très bien, qu'elle concerne des objets beaucoup plus larges. Et il suffit de voir les notations en 5 étoiles ou le quantified self pour voir que c'est beaucoup plus large aujourd'hui la quantification. Donc, sur la discipline, je rajoute un truc. C'est que pour autant, les sciences humaines et sociales ne sont pas exemptes là-dessus. Si on regarde par exemple la question des missions, des déplacements, souvent ce qu'on constate à l'échelle d'un laboratoire, c'est que une part importante des émissions va être liée à une part marginale des missions. Ce qui est assez intuitif en fait. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de missions de très longue distance. Donc un déplacement de 10 ou 15 000 km, c'est des déplacements peu fréquents, mais qui occasionnent un coût important. Moi, je suis invité là en Australie pour le congrès mondial des sociologues, je ne sais plus comment dire en anglais. Bon, évidemment, à la fois par, disons, réflexivité personnelle et puis objet de recherche, je ne vais pas prendre l'avion pour y aller, mais c'est certain que si j'y allais, alors là, cette année, dans l'empreinte carbone de mon labo, je serais vraiment la petite case en haut. Je crois que l'Australie, c'est 20 000 km. Bon, c'est assez colossal et ça se réunit là. Après, il y a des questions de faire que les lieux de conférences internationales aient lieu entre les pays du Nord et les pays du Sud, quel accès pour les pays du Sud si il n'y a plus de conférences organisées chez eux. Mais on l'a vu dans l'enquête de Skills dont je parlais qu'en fait, il y avait quand même des effets d'accessibilité plus importants, etc. Et les conséquences environnementales d'une recherche, c'est une question qui traverse la sociologie des sciences, l'histoire des sciences. Donc, je ne saurais faire justice à une question à la fois si haute et décisive en
pour quelques secondes. Bien sûr, il peut y avoir des recherches dites fondamentales, entre guillemets, fameuse image d'Épinal de la craie sur le tableau qui aboutit à améliorer le téléguidage de missiles, etc. On sait aussi que dans les années 60-70, des disciplines comme l'anthropologie ont été très liées à la dimension coloniale, mais ça se joue dès le 19e siècle. On retrouve dans l'expansionnisme colonial un rôle de l'anthropologie émergente, de la géographie, etc. Ça s'est documenté, par exemple Pierre Charbonnier en parle dans son dernier livre, même s'il faut faire attention sur la question de la période coloniale. Alain Mahé en parle bien, que la volonté de savoir et la volonté de pouvoir ne sont jamais complètement fusionnables. Et ça se retrouve par exemple dans le cas de l'ethnographie coloniale de la fin du 19e siècle. Mais pour dire sur cette question, je pense qu'un des préjugés assez importants qu'il y a là-dessus, que moi je retrouve parfois, c'est la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et je pense que c'est un préjugé qui est très coûteux sur le plan de la compréhension qu'on peut avoir de ce problème. Et je pense qu'une manière d'essayer de réfléchir à ces coûts sociaux et environnementaux d'une recherche et pas de reconduire cette séparation qui, quand on regarde l'histoire des sciences et des techniques, largement et totalement infondée. Mais c'est un imaginaire qui structure. Et je pense que c'est un imaginaire coûteux. Oui, merci pour ces réponses. Moi, je suis assez impliqué dans le Labo 1.5 aussi. Là, on a un des laboratoires dans lequel on est qui essaie de réduire son empreinte via les outils développés. Donc, il n'y a pas que le BGES, il y a d'autres types d'outils, type sensibilisation, quota, enfin bon, il y a pas mal d'échanges d'informations. Et on est en plein dedans, là, démarre cette semaine nos groupes de travail pour essayer de définir des objectifs, etc. Mais entre ce que vous avez dit et ce qu'on peut lire dans le rapport du comité d'éthique du CNRS sur la quantification, vraiment c'était l'axe de votre présentation, dans le sens où la quantification, elle a des limites, elle ne peut pas tout faire, il faut, d'après le CNRS, faut se séparer, on peut se séparer un peu de ça pour éviter de routiniser quelque chose qui éclipse les débats. Donc ça, je l'entends, mais je n'arrive pas à l'appliquer, je n'arrive pas à aller plus loin, puisque sans quantifier, pour moi, il n'y a pas d'action. Sans indicateur, il n'y a pas d'action possible. Et je me demande comment vous proposez de gérer ces métriques pour pas qu'elles prennent trop de place. Je parle de deux types de métriques. Le CO2 émis directement, l'impact de nos pratiques, mais aussi ce qu'on appelait le retour sur investissement, là, le retour, l'impact bénéfique ou négatif des finalités de la recherche. Parce que nous, on va nous empêcher de réduire nos émissions en disant non, l'activité de notre labo, elle est très elle va dans le bon sens. Donc il faudrait au contraire augmenter notre impact, puisque notre activité énergie renouvelable et compagnie, elle va dans le bon sens. Donc je n'arrive pas à me séparer de la métrique et de la quantification pour agir. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui, vas-y. Bonjour, je me permets en fait de compléter vraiment ce qu'a dit Thomas. En fait, j'avais vraiment une question qui a été assez proche. Il me semble avoir compris dans votre présentation une certaine critique en fait, effectivement, de ces mesures de gaz à effet de serre, qui sont des mesures, je dirais, un peu froides en fait de CO2. Ce pourquoi ils ont été faites et ce pourquoi les gens ont répondu. Et une des critiques, c'est de dire que interpréter ces mesures-là, ça risque d'interpréter quelque chose qui ne dépend pas de plein d'autres paramètres, comme vient de le dire Thomas, etc. Mais je dirais le verre, il est dans le fruit, en fait. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut dépasser, du coup, ces enquêtes que je dirais un peu froides et un peu systématiques, mais pour des scientifiques rassurantes, parce qu'en gros, on a un tableau qu'on arrive à remplir, alors que sinon, on est un peu embêté parce qu'on n'arrive pas à le remplir. Mais effectivement, une tonne de CO2 d'un télescope vaut une tonne de CO2 pour produire des patates, quoi. Merci à tous les deux pour vos questions. Pour répondre à la première, effectivement, ça c'est quelque chose que je retrouve aussi dans mon enquête. Le passage par la quantification, c'est au cœur même de l'activité de Labo 1.5. Inscrire sa démarche dans la production de données.
puisque c'est sur la base de ces données qu'il est possible ensuite de conduire une stratégie d'action ou de décarbonation de l'activité d'un laboratoire et puis plus largement d'un secteur d'activité comme celui de la recherche publique en France. Donc voilà, la mise en ombre, elle sert à cela. Moi, je pense que c'est d'une certaine façon, je veux dire, elle a une utilité. Puis moi, je vais pas juger un phénomène aussi large et aussi divers. Il faut regarder les choses à l'échelle vraiment locale et précise. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir de la réflexivité sur ces pratiques de mise en ombre. C'est-à-dire d'avoir, c'est pour ça que je voulais partager avec vous un peu ces éléments de sociologie de la quantification, d'avoir un recul réflexif sur qu'est-ce que ça veut dire mettre en ombre, qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on ne compte pas, quels effets ça a, qu'est-ce que la métrique peut occulter, par exemple la finalité de la recherche, du coup cette finalité de la recherche ou ce qui est occulté, comment on l'appréhende, etc. Il ne s'agit pas de dire que telle méthode serait intrinsèquement vertueuse ou unilatéralement négative, bien au contraire. Moi, je constate des effets. Quand je parlais de mise en tension, moi, je trouve ça très intéressant de documenter ça parce qu'on a l'impression que la mise en ombre va venir techniciser, dépolitiser une compréhension d'un problème social, alors qu'en fait, c'est pas uniquement ça qui se passe. En tout cas, moi, quand j'ai interrogé des gens qui ont fait cette mise en ombre, d'abord, je parle souvent à des personnes qui sont réflexives sur leur pratique, c'est-à-dire qu'elles connaissent les limites de la mise en ombre, et puis ensuite qu'il y a cette dimension de voilà, on voit bien ce que ça fait de ce que ça ne fait pas. Donc, pour essayer de répondre un petit peu à votre question, moi, auprès de personnes avec qui j'ai fait des entretiens, on voit bien que la dimension quantifiée a joué un rôle. Donc, je pense que c'est une étape de toute façon. Là, si je m'aventure un peu vers plus une opinion personnelle qu'un élément plutôt descriptif, j'ai constaté auprès de beaucoup de personnes une utilité que ça avait eu. Et puis Labo 1.5 a structuré une initiative à l'échelle nationale, a poussé un agenda de questions avec une certaine efficacité. Et donc après, sur la finalité de la recherche, là, les discussions se font à l'échelle locale. Par exemple, le labo L'Océan, dont je parlais tout à l'heure, eux, ils ont collectivement décidé de sortir du quota, décroissant année après année, les missions en mer. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu toucher au cœur de l'activité. Il peut y avoir dans un laboratoire une décision collective à propos d'un quota d'émissions CO2 basé sur un indicateur chiffré en disant collectivement, nous décidons que cette partie-là est sortie parce que nous considérons en tant que collectif que c'est une recherche qui a ses utilités, etc. Mais on retrouve la question du rapport de force. Ouais. Bien sûr, qui décide quoi, comme vous dites justement, et puis sur les missions en mer pour un labo comme l'Océan, sur les instruments pour les astrophysiciens, etc. Ce que beaucoup appellent le cœur de l'activité. Effectivement, une fois qu'on a coupé les déplacements et qu'on en vient au cœur de l'activité, comment on fait ? Là, je pense que quand je vois un certain nombre de laboratoires, il y a des choses qui se passent malgré tout, des marges de manœuvre, par exemple, dans l'article de Jürgen Knudselder et de ses co-auteurs et co-autrices sur la recherche en astrophysique, par exemple, il était fait référence et on a conduit avec des collègues astrophysiciens une campagne d'entretien auprès d'astrophysiciens, ce qui va me permettre de répondre à votre question. En fait, en astrophysique, sont très peu utilisées les données d'archives. Il y a beaucoup de nouvelles données liées à des nouveaux instruments. Mais après, il y a beaucoup de données d'archives, c'est-à-dire collectées précédemment, qui ne sont pas utilisées. Et parmi les recommandations de l'article de Knudselder et de ses co-autoristes, il y a cette idée de dire en fait, on peut continuer à produire la recherche en astrophysique sans forcément collecter de nouvelles données, en allouant en temps de recherche sur des données d'archives. Là, c'est un cas particulier, ça ne concerne pas votre laboratoire. Mais ça veut dire qu'à une échelle qui est située et localisée, il peut y avoir des manières de dire en fait, on construit une recherche en intégrant des contraintes sans pour autant renoncer à des activités de recherche. Et par rapport à la froideur
des nombres que vous rappeliez, qui peuvent être très chauds d'ailleurs, hein, ces nombres, ils ne sont pas forcément froids. Là encore, c'est le moment très déceptif, hein, de nos échanges aujourd'hui, puisque je ne peux pas en toute rigueur arriver avec le one size fits all et puis vous dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, allez-y, et puis on en reparle. En revanche, il y a une part expérimentale de ces questionnements. Encore une fois, Labo 1.5, c'est 2019, c'est des choses assez récentes. Cette littérature, elle a une dizaine d'années. Je pense que, pour en revenir aussi à votre question, il faut accepter d'être dans un moment expérimental, en fait, où on tâtonne, hein. Moi, j'enquête sur des gens qui enquêtent, et on voit bien que voilà, on se pose des questions. Ce qu'on a fait, par exemple, dans un groupe de travail avec des astrophysiciennes, astrophysiciens, qui voulaient s'interroger sur l'utilité sociale de l'astrophysique, on a fait un déplacement, c'est-à-dire qu'au départ, moi, je suis le seul sciences sociales dans le groupe. Au départ, ces collègues-là voulaient quantifier l'utilité sociale de l'astrophysique. Et on a échangé et on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Comment vous quantifiez l'utilité sociale d'une discipline? Par le nombre de brevets déposés? Par le nombre de vues sur YouTube d'une vidéo, si vous vous intéressez à la vulgarisation? Par son rendement économique? Oui, mais il y a d'autres manières de jauger l'utilité. Et donc on s'est posé la question déjà de comment dire, en fait, comment déjà savoir ce qui est utile. Et donc le pas de côté qu'on a pris, c'est de conduire une campagne d'entretien auprès de, voilà, on a fait de la recherche auprès d'astrophysiciennes, astrophysiciens, une enquête qui est en cours. Donc je ne peux pas parler des résultats à ce stade, mais on a déjà des intuitions qui montrent, voilà, que cette utilité est une notion là aussi très, très discutée. Et on voit bien apparaître des questions liées à l'évaluation, au financement de la recherche. Et donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Mais peut-être aller voir les collègues, c'est une question pour voilà, quitter la froideur des nombres. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette enquête, c'est que c'est des astrophysiciennes et physiciens qui se sont exercés à la conduite d'entretien en sciences sociales. Donc voilà, aussi avec un espace de rencontre entre nos disciplines. Et d'aller voir les collègues, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas souvent dans les contraintes de la vie scientifique tant que ça de temps d'échange. En tout cas, il y a un article que j'aime bien, je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse, de Birgit Müller sur des questions de politisation à propos des problèmes environnementaux. Et elle terminait son article en disant, au fond, quand on constitue un espace qui ne dépend pas des hiérarchies administratives, des affiliations institutionnelles des uns, des unes et des autres, et bien là, il y a quelque chose de politique qui se joue. Et donc, voilà, l'enquête qualitative, discuter avec des collègues à propos de cette question même d'utilité, c'est-à-dire, vous le faites sans doute, mais partager cette même question, ne pas rester seul, et être à l'échelle d'un groupe, d'un laboratoire, de partager, de collectiviser ces questionnements, et de construire ensuite des stratégies d'action ou de rapport de force, ça peut avoir une utilité. Je dis des choses très génériques, parce que, encore une fois, ces questionnements sont à saisir dans des contextes locaux. Mais ce que vous me dites sur ce qui se passe à Nantes, ça me donne envie de venir voir de plus près. On se méfie, hein. Un jour on parle avec un sociologue et puis après il a une réunion à observer de plus près. Avec plaisir. Bonjour, merci pour votre réponse. Ça fait bizarre de s'entendre. J'avais deux questions pour vous. Une première, est-ce que vous êtes intéressé à l'enseignement qui va de pair avec la recherche? Et la deuxième, c'était, est-ce que vous avez étudié l'opportunité de coût que peut engendrer la recherche? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous entendez par opportunité de coût? Typiquement, moi je vais travailler sur les littoraux, sur l'étude des littoraux, sur l'étude du sable. Sauf que cette même étude peut aider les industries pétrolières à développer des nouvelles techniques de forage et à améliorer et à faire du profit et à continuer. Oui, effectivement. Alors ça, c'est des choses que je vois dans la littérature, sur lesquelles j'ai pas enquêté directement, mais en tout cas, c'est une question qui traverse beaucoup de ces questionnements. Et vous avez raison de le rappeler, l'opportunité de coût, l'idée qu'une recherche peut avoir des effets très différents, c'est-à-dire aussi bien pour voilà, là vous parliez d'industriels du secteur des énergies fossiles. La question, c'est est-ce qu'on peut appréhender cela à l'avance ou est-ce qu'il y a des effets qui sont des effets seconds ou tierces d'une recherche. Là aussi, c'est vraiment à saisir à hauteur des projets de recherche. La question, c'est comment
en répondant à, je sais pas, un appel à projet ou en conduisant à plusieurs un projet de recherche, comment on peut intégrer ces réflexions-là. Personne ne reste propriétaire d'une donnée scientifique, parce que celle-ci circule dans la littérature. Donc ça veut dire, est-ce que la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des recherches qu'il faut faire ou ne pas faire? Ça semble évident pour certains projets de recherche, mais il y en a d'autres qui sont traversés par des ambivalences. On voit bien que les données d'enquête, par exemple, ceux qui vont contenir les sols, peuvent être utiles à des industries fossiles comme à la compréhension de phénomènes comme, je sais pas, l'érosion côtière, etc. Donc voilà, il y a cette ambivalence. Il y a une dimension intrinsèque, ce qui nous rappelle d'ailleurs cette ambivalence, son utilité, je pense, sociologique, c'est de nous rappeler que les mythes autour de la science, avec le grand S majuscule, comme étant uniquement vertueuse et dédiée à travers ses serviteuses et serviteurs au progrès de la connaissance, c'est une histoire qui est beaucoup plus compliquée que ça. Et je pense que regarder les choses à l'aune de cette ambivalence, de ces contradictions, de ces difficultés est utile. Et je pense que recenser ces difficultés et contradictions à l'aune d'un projet de recherche est un geste utile important. Un des premiers gestes scientifiques, c'est la description quand même. Et donc, quand on s'engage dans un projet, recenser ce qu'on estime être ses potentiels effets négatifs, ça peut être une manière d'acquérir ce que Bourdieu appelle, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais la réflexivité, c'est-à-dire le recul sur ces pratiques de recherche, mais sans garantie. Je veux dire, l'histoire des sciences et techniques est traversée d'anecdotes qui sont à la fois fascinantes et horribles, de gens qui disent « Ah oui, moi j'arrête la recherche et je vais faire que de la recherche fondamentale créée sur tableau ». Et puis bam, 30 ans plus tard, la création sur le tableau a servi à tel ou tel truc qui était très loin, je pense, des intentions initiales des gens qui justement voulaient éviter un mésusage de leur recherche. Quant à l'enseignement, c'est pas quelque chose sur lequel j'enquête, si ce n'est pour voir que l'enseignement saisi comme expérience des étudiantes et étudiants est traversé par ces questions. Il y a beaucoup d'écoles, je ne sais pas comment ça se passe à Centrale Nantes, mais il y a beaucoup d'écoles où cette question se pose. J'avais un peu enquêté à propos de l'école polytechnique. Vous savez, il y avait eu de nombreuses mobilisations. J'avais fait des entretiens à ce sujet, consulté des documents intéressants, dont la rigueur scientifique m'a interdit de vous les partager aujourd'hui, même si ça m'a traversé. Et donc à Polytechnique, il s'est passé beaucoup de choses. Donc moi, j'ai vu ça sous l'angle des mobilisations. Après, sur l'angle des contenus pédagogiques, il y a des rapports, un rapport qui a été publié récemment. C'est une question importante. Je fais juste un petit aparté là-dessus pour dire que, à titre personnel et scientifique, je suis, disons, relativement critique sur la rhétorique de l'éducation au changement climatique. Je ne crois pas que l'intégration dans des contenus pédagogiques d'enseignement sur la réalité du changement climatique suffise à provoquer les changements structurels, mais c'est vraiment très très structurel ce dont on parle, qui sont nécessaires. Ça ne veut pas dire, encore une fois, j'essaie d'être nuancé, rigoureux mais nuancé, que c'est inutile d'avoir des formations au changement climatique. Moi, j'ai fait un cours à Polytechnique là-dessus. Je pense que c'est utile pour les discussions que ça provoque, pour le partage de connaissances que ça peut avoir. En revanche, je pense que c'est se leurrer ou c'est œuvrer pour d'autres intérêts que de dire on va transformer les maquettes des universités et des écoles et tout changera. Au cœur du changement climatique, il y a une question de rapport de force. Et ça, la littérature le montre très bien, et je ne sais pas si vous avez lu par exemple les travaux de Naomi Oreskes et Eric Conway sur les marchands de doute. Ça montre bien comment l'ancienneté de ces problèmes et le fait que si les choses ne changent pas, c'est parce que certains acteurs économiques et industriels ont un intérêt financier à ce que les choses ne changent pas. Ça ne signifie pas, après, qu'en tant que citoyenne et citoyen, il ne faille pas, étudiants, se former et être mieux informés de la géophysique du climat et des conséquences sociales de ce qui arrive à cette géophysique. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et votre expertise. Alors moi, je suis du côté des entreprises, dans la transition écologique des entreprises, et je suis agréablement ou pas, je ne sais pas, on est un peu... le parallèle entre le monde scientifique et le monde des entreprises, on est un peu sur les mêmes lignées, ce que disait monsieur dans l'industrie. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil, l'empreinte carbone, c'est celui qui est le plus utilisé, le plus développé. Et pour moi, dans ce que vous avez dit, on trouve les mêmes problématiques, mais il doit vraiment être utilisé de manière individuelle,
en termes de stratégie, il peut permettre des comparaisons, mais comme vous avez dit, c'est biaisé. Moi, j'aimerais qu'on élargisse cette vision carbone parce que c'est très réducteur de l'impact environnemental. Donc, typiquement, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur la biodiversité, sur les financements. Je voulais savoir comment ça se passe en termes d'analyse du cycle de vie pour les stratégies environnementales des laboratoires, puisque je pense qu'elle peut répondre à de nombreuses problématiques. On parlait des achats, de l'amont, mais aussi des résultats des enquêtes dans les laboratoires pour voir est-ce que si on étudie avant l'impact grâce à l'analyse du cycle de vie sur les résultats qu'on espère avoir. Là, on peut avoir, je pense, une marge de manœuvre qui est intéressante. Merci pour cette question. Alors moi, j'ai pas enquêté. Là, pour le coup, ce sera difficile pour moi de répondre parce que j'ai pas enquêté auprès de laboratoires qui ont utilisé la méthode ACV. Et je n'ai pas échangé avec des collègues, même dans de cadres d'échanges informels, qui auraient recours à cette méthode. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la quantification des problèmes environnementaux relève de plusieurs catégories et à l'intérieur de ces catégories de plusieurs outils. Donc voilà, il y a l'empreinte carbone, il y a ACV et ces outils d'ailleurs vont être utilisés de manière différente dans des contextes différents, etc. Donc on retrouve une pluralité d'usages. Mais si ce que je comprends bien de la méthode ACV, ça concernerait quand même plutôt des collègues et des laboratoires dans les sciences de la vie de la Terre. Puisque, étant donné qu'il y a peu de matériaux et composants dans la recherche en anthropologie, en histoire, sociologie ou sciences politiques, là on retrouve des problématiques qui sont peut-être plus liées à l'empreinte énergétique des bâtiments, au transport, etc. Il y a une moindre... disons, il y a une moindre instrumentation. Mais effectivement, moi, je serais intéressé de regarder ce que ça donne, si vous avez des choses de ce côté-là, qu'on en rediscute, de voir appliquer cette méthode ACV. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a différentes méthodes et chaque méthode comporte son lot d'équivalences, d'hypothèses, de périmètres, etc. Et puis de voir comment tout ça fait jeu dans le monde social. Bonjour à nouveau. Je voudrais revenir sur les questions qui ont eu sur l'utilité sociale de la recherche. Et la question paraîtra peut-être un peu naïve, et détrompez-moi mais sur la recherche qui est financée sur fonds publics, les fonds ils sont généralement alloués par des personnels non scientifiques, des personnes non scientifiques. Et est-ce que vous notez une différence de perception entre l'utilité sociale perçue par les chercheurs et perçue par le grand public? Est-ce qu'il y a des études qui perçoivent s'intéressent à cette différence? Parce que la recherche financée sur fonds publics a priori un gros poids politique, admet un gros poids de choix politique dans ces financements. Oui, alors effectivement, je l'ai dit, hein, c'est une enquête qui porte principalement, exclusivement d'ailleurs sur la recherche publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un coût carbone dans la recherche privée ou financée sur fonds privés. En fait, ce que j'ai retrouvé en lien avec la recherche publique, c'est certaines personnes qui vont bien sûr parler d'exemplarité, l'idée d'une science exemplaire, et qui vont parfois coupler ça au fait d'être des agents du service public, c'est-à-dire d'être payés par l'argent, par un argent qui est collectif, hein, qui est un argent public. Et comme si, alors je l'ai pas rencontré tant que ça dans mes enquêtés, mais comme si le fait d'être dans le secteur public donnait un surcroît de responsabilité quant à de l'argent qui était collectivement utilisé. Et ça, c'est une rhétorique de l'exemplarité, et notamment par exemple par rapport aux étudiants, je reviens à votre question sur l'enseignement, il y a des personnes qui m'ont dit que il fallait être exemplaire pour rester crédible auprès des étudiantes et étudiants qui poussaient beaucoup pour que la recherche change ses pratiques. Donc moi c'est ce que je vois du côté public. Sans avoir vu à ce stade du côté privé. C'est toute la difficulté d'une enquête. Peut-être que je comprends mal votre question.
si c'est le cas, reprécisez-la, puis je m'efforce de mieux y répondre. Et, Désolé, c'était juste, vous mentionnez en fait une enquête faite auprès des chercheurs sur leur utilité publique, mais est-ce qu'il y a une comparaison pertinente à faire avec l'opinion du grand public sur l'utilité sociale domaine à domaine? Alors j'avais effectivement, donc merci de repréciser, parce qu'effectivement j'avais mal compris. Donc c'est l'opinion du grand public, c'est ça? Alors là, c'est une grosse question, parce que cette catégorie de grand public elle-même contient beaucoup de difficultés, voire de pièges. Donc, alors, malgré tout, j'y avais un peu répondu presque malgré moi. C'est cette idée d'exemplarité, c'est-à-dire où il y a des personnes qui vont dire au cours de l'enquête, voilà, la science doit être exemplaire. La science doit être exemplaire si elle veut rester crédible. J'ai des personnes qui vont me dire qu'ils et elles sont inquiets qu'une science qui ne soit pas exemplaire puisse être décrédibilisée par des personnes qui ont des intérêts politiques à cela, en référence par exemple à l'extrême droite, en disant bah voilà, si la science n'applique pas à elle-même les recommandations que ces constats appellent, eh bien nous ne serons pas crédibles dans l'espace public. Ça, c'est des choses que j'ai vues. Donc moi, le grand public, je ne suis pas capable de lui parler, je ne sais pas qui c'est. En revanche, ce que je peux comprendre presque de manière, cette fois en réflexion, c'est de voir comment les personnes auprès de qui j'enquête parlent du grand public. Quel est ce grand public ? Et par exemple, dans l'enquête auprès des astrophysiciens, astrophysiciennes, le grand public était très souvent évoqué. Sur le fait qu'il y avait la vulgarisation, le contact avec le grand public, etc. Et donc là, on se rendait compte qu'en fait, c'est aussi un grand public qui est très particulier, celui des conférences scientifiques, de vulgarisation, etc. Donc voilà, je dirais que le grand public est une catégorie qui est inopérante sur le plan de la rigueur scientifique, mais qui se retrouve dans dans certains propos des personnes enquêtées. Et comme une idée, c'est un peu dur à expliquer, mais comme une idée au nom de laquelle on peut conduire une action ou s'estimer devoir conduire une action. Voilà. Après, ce que pense le grand public de l'utilité sociale de telle ou telle discipline, ça c'est une question qui est, je pense, à laquelle on ne peut pas répondre. Et il y a toute une littérature sur les sondages, notamment parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes par sondage sur ces questions, et qui montrent bien voilà, que les sondages c'est mon collègue Alexandre Désé qui a travaillé là-dessus, qui est politiste. Voilà, les sondages, c'est extrêmement compliqué. Donc si demain on faisait une grande enquête nationale auprès des Françaises et des Français en disant c'est quoi l'utilité de la science ou l'utilité par discipline, ce serait très très compliqué. Un des problèmes des sondages, c'est ce que Bourdieu appelle l'effet d'imposition d'une problématique, où vous posez à des gens une question qui ne se pose pas dans les termes avec lesquels cela serait peut-être pas posé. Donc voilà, ça veut dire que c'est très compliqué cette question. Mais ce qui montre bien, parce que justement il y a du flou, qu'elle peut être l'objet d'opérations politiques ou d'appropriation de gens qui vont dire j'agis au nom du grand public ou je crains que le grand public ceci, cela, etc. Donc voilà, si ça n'a pas de rigueur scientifique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question qui se pose et sur laquelle on peut finalement enquêter. Et le grand public, c'est aussi pour moi sur le plan de la rigueur scientifique ce que les gens en disent. S'il n'existe pas en tant que tel, il existe dans le propos de certaines personnes enquêtées, et c'est ce qu'ils et elles en disent qui m'intéresse si j'essaie de saisir ça. Mais voilà, pour le reste, c'est compliqué. Je vous remercie. Je vais peut-être enchaîner sur un... je suis juste à côté. Sur une question que j'avais pour revenir sur le côté un peu militant, et du coup vu qu'on parlait de politique, c'est pourquoi est-ce que la recherche scientifique menée par le Labo 1.5 est-elle vue militante par certains? En fait, est-ce qu'il y a une réelle opposition entre écologie et militantisme, et puis écologie et science aussi, ou plutôt militantisme et science? Ouais, c'est aussi une question passionnante comme toutes vos questions. Moi, je l'ai vu en parlant. Je me souviens d'une personne avec qui j'ai fait un entretien qui me disait que en gros les personnes de Labo 1.5, je vais faire un détour par ça. En fait, quand on fait des sciences sociales, la question de l'administration de la preuve, c'est une question qui est je veux dire, comme dans toutes les sciences, compliquées, mais comment trouver les preuves de ce qu'on avance. Et ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de comprendre ce que disent les gens, comment ils s'estiment perçus,
voilà, il y a des effets réfléchissants, il y a des effets réfléchissants comme ça. Donc je peux pas avoir la preuve de ce que vont dire les tutelles. Je peux pas dire, par exemple, le CNRS pense que. Labo 1.5 est militant. Si je faisais ça, ce serait pas du tout rigoureux sur le plan scientifique, parce que CNRS c'est quoi, c'est qui, il y a des directions, il y a un PDG, tout le monde ne pense pas la même chose, comme dans l'entreprise Total, hein, tout le monde ne pense pas forcément la même chose, il y a des conflits, voilà, des granularités. Néanmoins, pour répondre à cette question, cette personne me disait par exemple que il considérait que les tutelles voyaient Labo 1.5 comme des activistes parce que ça menaçait tout un discours de la recherche autour de l'excellence de la recherche, qui passe par davantage de RC, donc un mécanisme voilà, de financement de recherche, davantage de brevets, enfin voilà la dimension cumulative. En gros, ce que m'exprimait cette personne, c'était que lui voyait les tutelles. Alors, vous voyez, c'est une espèce de truc vraiment réfléchissant, hein, parce que je vous décris une personne racontant comment elle s'estime perçue. Et ça a une valeur scientifique, hein, parce que les perceptions, les représentations sont attachées à nos trajectoires sociales. Voilà, et donc, c'était cette crainte, voilà, que désormais, quand on aurait quantifié le coût de certaines manières de faire de la recherche, eh bien, il y aurait immédiatement une décroissance des activités de recherche. Un second exemple que je prends sur ce sujet, c'est une personne qui me racontait comment elle a été reçue dans son laboratoire quand elle a voulu estimer l'empreinte carbone. Et il y avait dans ce laboratoire des personnes qui étaient un petit peu les personnes stars du labo, qui se déplaçaient beaucoup, qui publiaient beaucoup également. On peut imaginer qu'elles avaient un H-index important. Et ces personnes ont tout de suite vu dans cette quantification-là une remise en cause de leur pratique, en disant bah, demain, si on quantifie, je vais être cloué au sol, je ne prendrai plus l'avion. C'est une attaque personnelle. Là, j'extrapole un peu, mais c'était un peu l'idée. Donc voilà, et donc je pense qu'à partir du moment où on déroutinise des pratiques professionnelles, surtout dans un univers comme l'univers scientifique, et quand même où il y a des croyances qui sont très persistantes, hein, la croyance de la neutralité de la science, du fait que la science n'est pas traversée par des rapports de pouvoir, de conflits ou des questions de valeur, et bien immédiatement quand on vient dénaturaliser ça, je pense que certaines personnes peuvent vouloir délégitimer ces pratiques en montrant qu'il s'agit non pas d'une démarche scientifique mais d'une démarche militante. Ce qu'il faut savoir, c'est que en histoire et sociologie des sciences, ce qu'on appelle le travail de démarcation, boundary work en anglais, c'est un chercheur qui s'appelle Thomas Guerin, c'est un article de 83. En fait, il montre comment, à travers un certain nombre de cas, comment, à travers l'histoire des sciences, eh bien, la frontière entre science et non-science a été vraiment une frontière très très disputée, parce qu'en fait, c'était l'accès à la légitimité scientifique. Et voilà, il y a des choses qui étaient inscrites dans la frontière scientifique, qui ont été, à la suite de luttes, basculées de l'autre côté. Et donc, on retrouve un petit peu cette tension aujourd'hui. Est-ce que cette démarche relève de la science? Après tout, il y a des données qui sont produites. Nous, avec ses collègues, on a publié l'article dont je vous ai partagé des résultats. L'article qui a été validé par les pairs, c'est de la recherche scientifique. Mais cette recherche scientifique a été aimantée par des questions qui sont des questions qui nous préoccupent, nous, non seulement en tant que chercheurs, mais aussi en tant que citoyennes et citoyens. Donc voilà, il y a l'idée, là, il y a quand même l'idée d'une lutte pour définir ce qui est militant de ce qui ne l'est pas. Et la question, c'est qui fait ces opérations de définition et au nom de quoi et pour quels intérêts. C'est comme disait Bourdieu, enfin, voilà, il ne faut jamais dissocier à la fois les prises de position et les positions que tiennent et occupent les personnes qui prennent ces positions. Voilà, c'est ce qu'il faut essayer de voir ensemble. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, question. Oui, bonjour. J'avais deux questions. Une première question sur les indicateurs et classements. J'ai cru comprendre que vous aviez parcouru un peu la galerie des horreurs de tous ces classements et indicateurs. Donc, savoir si vous aviez retenu des types de classements ou d'indicateurs qui seraient intéressants de mettre en avant, des classements un peu alternatifs à Shanghai et au H-Factor qui, malgré tous leurs défauts, comme vous l'avez dit, impactent directement des politiques. Et ma deuxième question, c'était plus sur tout ce qui est histoire de déplacement et de présentiel. Et je voulais avoir votre point de vue de sociologue sur la plus-value de votre intervention en présentiel plutôt qu'en distanciel, parce que c'est une question que je me pose aussi pour mes déplacements professionnels.
Alors, sur la seconde question, effectivement, pourquoi je ne suis pas dans l'écran, il se figure qu'en ce moment, je vis en grande partie à Nantes. Donc voilà, mon déplacement pour venir aujourd'hui a été vraiment un trajet en tram. Donc je me suis dit que vivant à Nantes en ce moment, rester chez moi en visio, c'était un petit peu dommage. Mais la question se poserait si je venais de plus loin. Et je comprends que vous vous posez la question. Qu'est-ce que ça implique de se déplacer? Moi, je prends plus l'avion depuis bientôt 5 ans. Je n'érige pas ma pratique, je me donne pas un premier prix de vertu écologique ou de morale. C'est pas ça l'idée. Ce que je fais sur le plan scientifique me permet, je fais beaucoup de visio pour mon terrain. J'ai des collègues africanistes, par exemple. Pour eux, prendre l'avion, c'est collecter les données qui leur permet de faire leur thèse. Donc, vous voyez, la question ne se pose pas du tout pareil. Et donc, la question du trajet aérien, je pense qu'elle est à regarder. Est-ce que c'est un trajet aérien pour une conférence ou pour collecter des données? Et est-ce que c'est un trajet pour 3 jours ou pour une plus longue période? Lors d'un entretien avec quelqu'un qui partageait les résultats à la direction de son labo, il avait remarqué en collectant les données, c'est un labo à Marseille, en collectant les données, qu'il y avait encore des chercheurs qui faisaient des Paris-Marseille en avion. Quand on voit le temps de trajet en train, moi en plus j'aime pas l'avion, donc je peux pas dire que je me prive beaucoup en ne prenant pas l'avion, mais quand on voit le confort d'un trajet Paris-Marseille en TGV par rapport au même trajet en avion, c'est assez surprenant. Et donc quand il a présenté les résultats à la direction du labo, il y a une surprise, c'est-à-dire que la direction du labo ne croyait pas, enfin avait du mal à croire plutôt, puisque les données étaient là, qu'il y ait encore des collègues qui fassent ces trajets en avion. Donc la question se pose. Il y a une collègue en Grande-Bretagne qui pendant 1 an n'a pas pris l'avion. Elle a fait un retour réflexif là-dessus. Est-ce que moi je pourrais prendre l'avion? Je pense que je pourrais prendre l'avion, mais il faudrait que ce soit vraiment des circonstances très très particulières. En tout cas, pas pour une conférence de 3 jours. C'est certain mais il faut encore qu'il y ait des visios qui soient possibles. Mais moi, je suis frappé de voir qu'il y a encore des conférences internationales qui sont organisées dans des endroits très très loin, parfois des réactions enthousiastes simplement sur le lieu de destination de la conférence. Il y a une conférence, je ne sais plus laquelle, qui est bientôt organisée à Rio, côté sciences sociales. Je me souviens de personnes avec qui j'ai échangé qui exprimaient beaucoup d'enthousiasme sur la destination. Je ne porte pas de jugement. On vit dans un système qui est hautement imparfait, donc c'est normal que nos attitudes le soient. Il y a beaucoup de contradictions, d'ambivalence, et dans mon propre comportement et mes choix également. Mais je pense que là, il y a des questions politiques un peu robustes, quand même, un peu fermes à tenir pour questionner le temps de déplacement et la plus-value que peut avoir la présence. Et alors, si vous vous intéressez à ça, pour voir un petit peu ce qui se fait du côté de nos collègues anglo-saxons, il y a un article que je vous recommande de Michel Bastian. Bastian, ça s'écrit B-A-S-T-I-A-N, qui s'appelle What About the Coffee Break, et qui est assez marrant, c'est un peu geek, parce qu'elle décrit un certain nombre d'outils qui visent à trouver des manières de faire cette fameuse pause café, donc celle où on échange des données, des nouvelles de collègues, où se nouent les relations et les partenariats, etc., en ligne. Donc voilà, il y a des choses qui se passent, qui peuvent nous aider à questionner ça. Et votre première question sur les classements, mon code de déontologie personnelle m'interdirait de recommander un indicateur ou un classement, parce que je veux pas avoir un discours normatif, c'est-à-dire dire ceci est bien, ceci ou mal. Je veux dire de manière descriptive et objective. Effectivement, vous rappeliez certains de ces classements. Shanghai, mais ça structure des politiques de recherche, même si le classement lui n'est pas opérant. Et donc je m'interdirais de recommander un indicateur plus qu'un autre, mais si ce n'est à chaque fois de regarder toujours ces indicateurs en se disant ils sont construits, il faut ouvrir la boîte noire. C'est ce que Alain Desrosières rappelle dans la conclusion de son ouvrage. Il dit il faut rouvrir la boîte noire de toutes ces méthodologies, revenir au moment conventionnel, là où on a discuté pourquoi Shanghai a été élaboré, par qui ça a été porté, quels sont les items qui structurent le score final, ont-ils évolué dans le temps, pourquoi, pour quelles raisons, qui a propulsé ça, etc. Donc moi, plutôt que de dire que tel ou tel indicateur serait satisfaisant, je pense que c'est l'ouverture de la boîte noire qui permet leur juste mise à distance. Sans considérer que ce détour réflexif suffit à en annuler les effets, parce qu'ils peuvent avoir des effets très, très puissants.
Voilà, il y a quand un classement de Shanghai, quand une école, une université progresse à Shanghai, vous avez parfois des tweets de satisfaction de personnalités ou responsables politiques quant au progrès. Donc voilà, faut pas se leurrer non plus sur le gain de connaissances et la manière dont la connaissance peut désarmer des effets sociaux qui obéissent à des logiques beaucoup plus structurelles. Bon, peut-être une dernière question. Ce sera juste une remarque, donc ça laissera peut-être la place à la question. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a eu le regard des sciences sociales sur la recherche. Et je remercie Antoine Hardy d'avoir fait cet exercice et de l'avoir partagé avec nous. Et la semaine prochaine, on aura dans le même amphi à 9h un regard des sciences sociales sur la formation, donc avec l'Observatoire des formations citoyennes. Donc voilà, pour donner envie aux étudiants et au personnel de Centrale Nantes d'assister à ça. Voilà. Ouais, très rapide, merci. Juste une petite remarque qui pourrait vous intéresser, très pragmatique. À noter que quand on fait des bilans type carbone ou ACV dans l'industrie, on trouve que l'activité de R&D est très loin d'être négligeable. Alors, elle est très variable selon qu'il s'agisse de Thales qui fait des satellites ou d'autres, mais voilà, c'est pas négligeable. Alors peut-être pas comparer la recherche académique et la recherche privée. Je me permettrai pas ici, je vais me faire lyncher sinon. Et puis ma question très pragmatique, c'est est-ce que au final il y a une agrégation bilan carbone de l'activité de recherche académique en France ou dans le monde, ou voilà, qui pourrait être justement utilement comparé à le bilan carbone de l'alimentation, du logement, etc. Est-ce que vous arrivez à agréger tous ces chiffres en fait au final au niveau de la France par exemple? Je pense que l'agrégation, elle serait... Enfin, techniquement, il n'y a pas d'obstacle technique à une agrégation. Je pense que scientifiquement, ce serait très, très compliqué. Après, à partir... Enfin, Labo 1.5, la collecte un certain nombre de données. Donc, quand vous inscrivez votre labo, vous pouvez vous engager à participer à la collection de toutes ces empreintes. Et donc, ça constitue une base de données qui sera une manière d'informer sur l'empreinte carbone du secteur public de la recherche. C'est certain après que si d'autres secteurs d'activité se saisissent de démarches comparables, eh bien, il peut y avoir des effets de comparaison. Il peut y avoir des effets de comparaison entre l'empreinte carbone de la recherche publique et celui des acteurs des énergies fossiles ou de la banque ou de l'assurance, etc. La mise en nombre, cette mise en équivalence à travers le nombre permet justement des opérations de comparaison. Mais toujours, si on veut le faire avec rigueur, en prenant garde vraiment aux effets de désencastrement. Déjà, à l'intérieur même de la recherche publique, c'est compliqué, mais entre secteurs, ça s'avère aussi compliqué. Mais là, c'est même plus une question scientifique. Ça veut dire qu'il y a des forces sociales et politiques qui peuvent s'emparer de ces nombres, construire des discours ou des stratégies là-dessus. Ça, c'est une partie sur laquelle une enquête et les informations, les connaissances qu'on peut gagner dans une enquête n'a que peu d'effet. Mais en tout cas, c'est quelque chose que les fondateurs de ce groupe, Olivier Bernet, Tamara Ben-Ari, avec des collègues, j'ai fait un entretien dans le numéro d'une revue qui s'appelle Sociaux. En tout cas, eux ont bien en tête les potentielles utilisations de leur travail à des fins qui ne sont pas celles aujourd'hui qu'ils appellent de leur vœu. Bon, sur cette dernière question, je vais encore remercier une nouvelle fois Antoine Hardy pour cette intervention ce matin qui fut très intéressante. Merci aussi à toutes vos questions dans le public, ce qui a fait que la conférence a pu être assez vivante avec plein de thématiques très intéressantes. Et donc, pour enchaîner sur ce que disait Emmanuel Rosière tout de suite sur l'Observatoire des formations citoyennes qui aura la semaine prochaine à 9h, on a aussi la semaine prochaine une autre matinale de la transition écologique avec Sylvain Brezard, qui est PDG de Nord6 et créateur du concept de perma-entreprise. Et donc sa conférence va s'intituler « Perma-entreprise, un modèle viable pour un futur vivable inspiré de la permaculture ». Donc elle se déroulera aussi en amphia, mais l'intervenant sera en visioconférence. Mais voilà, si vous voulez interagir avec lui, ce sera quand même bien plus intéressant de venir en amphia. Donc on espère vous voir nombreux. Et sur ce, bon appétit et à bientôt.